Bonjour ou bonsoir. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour la suite et la fin de la mystérieuse affaire de Styles. Et l'on peut dire que ce roman mérite bien sa réputation, car il est très singulier. Alors sans plus tarder, on va commencer. Nous étions arrivés au chapitre 10, l'arrestation. À mon grand dépit, Poirot n'était pas chez lui. Le vieux Belge qui vint m'ouvrir la porte me confia qu'il le croyait parti pour Londres. La nouvelle me laissa pantois. Pourquoi diable Poirot avait-il décidé de partir? Projetait-il déjà ce voyage avant que nous nous séparions quelques heures plus tôt? Ou cette idée lui est-elle venue subitement? Assez contrarié, je repris le chemin de Styles. Poirot absent, que devais-je faire? Mon ami avait-il prévu cette arrestation? N'en était-il pas à l'origine, comme cela me paraissait probable? Autant de questions sans réponse. En attendant, qu'allais-je décider? Devais-je ou non annoncer la nouvelle à Styles? Je me refusais à l'admettre, mais penser à Mary Cavendish m'était pénible. Serait-elle bouleversée? À cet instant, j'écartais d'elle tout soupçon. Elle ne pouvait être impliquée, je l'aurais su. Par ailleurs, comment lui cacher l'arrestation du docteur Bauerstein? Tous les journaux en parleraient dès le lendemain. Néanmoins, l'idée de la lui annoncer moi-même me répugnait. Si j'avais pu le joindre, j'aurais demandé conseil à Poirot. Quelle mouche l'avait piqué de filer ainsi à Londres, de façon aussi inopinée? Je ne pouvais pas m'empêcher d'admirer son pouvoir de déduction. Aurais-je jamais pensé à soupçonner le médecin si Poirot ne m'avait pas mis sur la voie? Décidément, ce petit bout d'homme avait oublié d'être bête. Après avoir pesé le pour et le contre, quelques instants, je résolus de n'en parler qu'à John. Il déciderait lui-même s'il convenait ou non de propager la nouvelle. Il poussa un long sifflement. « Eh ben, mon vieux, s'exclama-t-il, vous aviez vu juste. Quand vous m'avez parlé, je n'arrivais pas à le croire. À première vue, l'idée surprend, et on est vite convaincu devant les faits qui s'imbriquent si parfaitement. À présent, qu'allons-nous faire? Il est évident que tout le monde sera au courant demain. Alors attendons, dit John après un temps de réflexion. Inutile de divulguer la nouvelle pour l'instant. On l'apprendra bien assez tôt. Vous avez raison. Le lendemain matin, je me levai aux aurores et parcourus aussitôt les journaux. Quel ne fut pas mon étonnement de n'y lire aucune mention de l'arrestation. Un article de remplissage intitulé Styles, une histoire de poison n'apportait aucun élément nouveau. Je ne voyais à ce silence qu'une explication. Pour une raison quelconque, Japp ne désirait pas de publicité sur ce dernier rebondissement de l'affaire. Peut-être allait-il y avoir d'autres arrestations, ce qui ne m'enchantait guère. Après le petit déjeuner, je décidai de me rendre au village pour voir si Poirot était revenu. J'étais sur le point de me mettre en route quand un visage bien connu apparut à l'une des portes-fenêtres, et une voix reconnaissable entre toutes lança. « Bonjour, mon bon ami. »« Poirot » m'exclamai-je, soulagé, et je lui pris les mains pour l'entraîner à l'intérieur. Jamais je n'ai eu autant de plaisir à voir quelqu'un. Écoutez, je n'ai soufflé mot à personne de ce que vous savez, excepté à John. Ai-je eu raison? Le problème, mon ami, c'est que je ne sais pas de quoi vous parlez. Mais de l'arrestation du docteur Bauerstein, bien sûr. Bauerstein a donc été arrêté? Vous n'étiez pas au courant? Je l'ignorais totalement. Néanmoins, je ne suis pas étonné. Outre mesure, la côte n'est qu'à une demi-douzaine de kilomètres, ne l'oublions pas. La côte? Répétai-je sans comprendre. Quel rapport? Poirot eut un haussement d'épaules. Le rapport est pourtant évident. Eh bien, il m'échappe toujours. Je suis certes lent d'esprit, mais je ne saisis pas ce qu'il peut y avoir de commun entre le fait que la côte soit toute proche et le décès de madame Inglethorpe. C'est qu'il n'y a rien en commun, bien entendu, répondit Poirot avec un sourire. Mais je croyais que nous parlions de l'arrestation de M. Bauerstein. Eh bien, il a été arrêté pour le meurtre de madame Inglethorpe. Quoi? S'écria Poirot avec toutes les apparences de l'étonnement sincère. Le docteur Bauerstein a été arrêté pour le meurtre de madame Inglethorpe? Oui, mais c'est impossible, grotesque. Qui vous a raconté ça, mon bon ami? Eh bien, personne ne me l'a vraiment raconté sous cette forme, avouai-je. Mais il a été arrêté, c'est un fait. Cela, je le comprends, mais pour espionnage, mon bon ami, pour espionnage. Pour espionnage? Soufflai-je incrédule.
Exactement. Et pas pour le meurtre de Madame Inglethorpe? Bien sûr que non, à moins que notre ami Japp ait perdu la tête. Mais je pensais que vous étiez tous les deux du même avis. Poirot m'observa un instant, et je lus dans ses yeux de la compassion doublée de la certitude qu'une telle idée est relevée de la plus totale absurdité. Selon vous, le docteur Bauerstein est donc un espion, balbutiai-je, mettant quelques secondes à assimiler cette nouvelle information. Vous ne vous en doutiez pas? Je dus admettre que l'idée ne m'avait jamais effleuré. Vous n'avez pas été intrigué par le fait qu'une sommité de Londres vienne prendre sa retraite dans un trou perdu, ni qu'il se promène partout vêtu de pied en cap, à toute heure de la nuit? Non, cela ne m'avait jamais frappé. Il est allemand de naissance, bien entendu, expliqua Poirot, mais il est installé depuis si longtemps en Angleterre qu'on en a oublié ses origines. Il s'est d'ailleurs fait naturaliser il y a quelques années. Un homme d'une grande intelligence, vraiment. Un juif, bien entendu. Un salopard, oui, m'exclamai-je outré. Pas du tout. Un véritable patriote, au contraire. Pensez à tout ce qu'il risque de perdre. Pour ma part, j'éprouve une certaine admiration à son égard. Mais je ne pouvais adhérer à cette vision philosophique des choses, et dire que c'est avec cet individu que Madame Cavendish s'est affichée partout, m'écriai-je sans dissimuler mon indignation. Certes, et je suppute qu'il a trouvé sa compagnie fort utile, remarqua Poirot. Aussi longtemps qu'on jasait sur leur promenade, on ne s'occupait pas des autres excentricités. Vous pensez donc qu'il ne l'a jamais vraiment aimée? Malgré moi, j'avais posé cette question avec une ferveur quelque peu déplacée, étant donné les circonstances. Sur ce point, je ne saurais bien évidemment me montrer catégorique. Pourtant, mais j'ai ma petite idée. Voulez-vous la connaître? Je vous prie. La voici donc. Je crois que Madame Cavendish n'éprouve rien et n'a jamais rien éprouvé pour le docteur Bauerstein. C'est votre opinion? Fis-je sans parvenir à cacher ma satisfaction. Oui, et je la crois fondée. Voulez-vous savoir pourquoi? Bien sûr. Parce que son cœur bat pour un autre homme, mon ami. Ah! Qu'entendait-il par là? Malgré moi, je sentis une douce chaleur m'envahir. Je ne suis pas un homme à me vanter de mes succès féminins, mais certains détails, peut-être enregistrés, avec un peu trop de légèreté sur le moment, me revinrent alors à l'esprit. À la réflexion, ces pensées fort agréables furent soudain interrompues par l'arrivée de Miss Howard. D'un coup d'œil circulaire, elle s'assura que nous étions seuls, puis exhiba une feuille jaunie qu'elle tendit à Poirot, en murmurant ces mots mystérieux. Sur le haut de l'armoire. Et elle quitta aussitôt la pièce. Poirot déplia le papier sans perdre un instant. Puis, avec une exclamation satisfaite, il l'étala sur la table. « Venez voir, mon bon ami, et dites-moi quelle initiale vous lisez ici. Un J ou un L ?» C'était une feuille de papier d'emballage, de format courant, assez sale, comme si elle était restée un certain temps exposée à la poussière. L'en-tête de l'étiquette était celle de la firme Parkson et Parkson, réputée comme un des meilleurs costumiers de théâtre. Mais c'est plus particulièrement l'adresse qui retenait l'attention de Poirot. L'initiale à vérifier. Cavendish, Esq. Styles Court, Styles St. Mary, Essex. Après quelques bonnes minutes, je déclarai. Un T ou un L, mais certainement pas un J. Poirot replia le papier. Parfait, je suis tout à fait de votre avis. Et vous avez parié sur le L sans risque. D'où est-ce que ça sort? Ça a une grande importance? Une importance relative. Mais ce papier confirme une hypothèse que j'avais formulée, et qui supposait l'existence d'un tel document. J'ai donc demandé à Miss Howard de le chercher. Mission qu'elle a menée à bien, comme vous pouvez le constater. Que voulait-elle dire par « sur le haut de l'armoire » ? C'est l'endroit où elle a découvert cette feuille, tout simplement. Curieux endroit. Pour ranger un papier, remarquai-je. Je ne partage pas cet avis, mon bon ami. Le haut d'une armoire est l'endroit idéal où ranger papier d'emballage et carton. Je les mets là moi-même. Si l'opération est menée avec ordre et méthode, il n'y a rien là qui puisse offenser la vue. Je reviens à un sujet beaucoup plus sérieux. Poirot, avez-vous réussi à vous faire une idée précise sur ce crime? Oui, en fait, je crois savoir comment il a été perpétré. Ah! Malheureusement, c'est une simple théorie que ne vient étayer aucune preuve, à moins que... Soudain, il m'empoigna le bras
et m'entraîna dans le vestibule dans son excitation. Il se mit à vociférer en français. « Mademoiselle Dorcas, un moment, s'il vous plaît !» Inquiète, la domestique sortit de l'office en courant. « Ma bonne Dorcas, j'ai une petite idée. Une petite idée qui, si elle se révélait juste, nous ferait faire un formidable bond en avant. Dites-moi, Dorcas, lundi, et non pas mardi, j'insiste sur la date, le lundi qui a précédé le drame, la sonnette de Madame Inglethorpe fonctionnait-elle normalement ?» La domestique parut étonnée. « Eh bien non, monsieur, cela me revient, maintenant que vous me le dites. Mais je me demande bien comment vous l'avez deviné. Une souris a dû ronger le fil. Un ouvrier est venu le changer mardi matin. » Poirot manifesta son ravissement avec une exclamation prolongée, et nous retournâmes dans le petit salon. « Voyez-vous, je crois qu'il est inutile de chercher des indices, mon ami. La raison devrait suffire. Mais la chair est faible, et c'est une consolation de se dire que nous sommes sur la bonne voie. Ah, mon bon ami, regardez-moi. Je cours, je saute. Le géant que je suis a repris des forces. » Et il sortit par la porte-fenêtre et s'éloigna en gambadant sur la pelouse. « Qu'arrive-t-il à votre étonnant petit ami ?» fit une voix dans mon dos. Mary Cavendish se tenait derrière moi. Elle me sourit, je lui rendis son sourire. « Que se passe-t-il ?» Et vraiment, je n'en sais rien. Il a interrogé Dorcas à propos d'une sonnette et sa réponse l'a enchanté au point qu'il s'est mis à faire des bonds de cabri comme vous le voyez. Mary se mit à rire. « C'est ridicule, il sort du parc. Est-ce qu'il va revenir aujourd'hui ?» Je n'en ai pas la moindre idée. J'ai cessé de faire des pronostics à son sujet. « Il est vraiment fou ?» Comment savoir? J'ai parfois l'impression très nette qu'il est fou allié. Puis au moment où sa folie semble la plus évidente, je découvre une logique au cœur même de cette folie. Je vois. Mary se mit à rire. Elle paraissait soucieuse ce matin-là. Elle était grave, presque triste. Je jugeai le moment opportun pour aborder le sujet de Cynthia, ce que je fis avec une grande diplomatie, du moins me semble-t-il. Pourtant, elle m'interrompit sans ménagement avant que je n'ai pu aller jusqu'au bout. « Vous feriez un avocat remarquable, monsieur Hastings. »« J'en suis persuadé. Mais vous gaspillez votre talent en pure perte, car Cynthia n'a rien à craindre de ma part. » Je bredouillai lamentablement qu'il ne fallait surtout pas qu'elle aille penser que... Mais elle m'interrompit de nouveau, et je ne m'attendais si peu à ce qu'elle allait dire que j'en oubliai Cynthia ses problèmes. « Monsieur Hastings, pensez-vous que nous formions un couple heureux, mon mari et moi ?» Pris au dépourvu, je me surpris à murmurer que je ne me permettrais pas ce genre de réflexion. « Eh bien, moi, je me permets de vous révéler que ce n'est pas le cas, » dit-elle calmement. J'attendis la suite en silence. Elle se mit à arpenter lentement la pièce, la tête penchée. Son corps mince et souple ondulait doucement au rythme de ses pas. Soudain, elle s'arrêta et me dévisagea. « Vous ne savez rien de moi, n'est-ce pas? D'où je viens? Qui j'étais avant d'épouser John? Non, vous ne savez rien. Eh bien, je vais vous le dire. Vous serez mon confesseur. Je crois que vous êtes un bon... Oui, je suis sûr que vous êtes un bon. » D'une certaine manière, le compliment ne me flatta pas autant qu'il l'aurait dû. Cynthia avait utilisé le même genre de préambule avant de se confier à moi, et il me semblait que le rôle de confesseur convenait mieux à une personne d'âge mûr qu'à l'homme jeune que j'étais. « Mon père était anglais, » reprit madame Cavendish, « mais ma mère était russe. »« Ah, voilà l'explication. » »« L'explication de quoi ? » ?»« De ce sentiment de charme étrange, oui, étrange, que j'ai toujours éprouvé en face de vous. Ma mère était, paraît-il, très belle. En fait, je n'en sais rien car je ne l'ai jamais vue. J'étais toute petite quand elle est morte, dans des circonstances tragiques. Elle a pris par erreur une dose trop forte de somnifère. Mon père en a eu le cœur brisé. Peu après, il est entré au service consulaire et je l'ai accompagné partout. À 3 ans, j'avais presque fait le tour du monde. C'était une existence merveilleuse, je l'adorais. Le visage rejeté en arrière, elle souriait doucement. Elle semblait revivre ces jours heureux. Puis mon père est mort, me laissant sans ressources. J'ai dû accepter l'hospitalité de vieille tante dans le Yorkshire. Un frisson la parcourut. Vous comprenez bien que c'était une existence sinistre, surtout pour une jeune fille élevée comme je l'avais été. La vie était si monotone, si étriquée, que j'ai cru devenir folle. Quand elle reprit après un long silence, son ton avait changé.
C'est alors que j'ai rencontré John Cavendish. Oui, pour mes tantes, c'était un excellent parti, vous le pensez bien. En toute honnêteté, je peux vous affirmer que l'aspect financier n'a pesé d'aucun poids dans ma décision. Il m'offrait simplement le moyen d'échapper à cette monotonie, que je ne pouvais plus supporter. Comme je restais silencieux, elle reprit bientôt. Mais ne vous méprenez pas. J'ai été parfaitement franche. Je lui ai expliqué que je l'aimais beaucoup, ce qui était la stricte vérité, et que j'espérais que ce sentiment grandirait encore, mais que je n'étais pas amoureuse de lui. Il m'assura que cela lui suffisait et nous nous sommes mariés. Elle se tut de nouveau un long moment, le front soucieux comme plongé dans le souvenir du passé. Je suis même sûre qu'au début il m'aimait, mais sans doute n'étions-nous pas faits l'un pour l'autre, car notre couple s'était vite défait. Il s'est... Et tant pis pour mon orgueil, mais c'est ainsi. Il s'est très rapidement lassé de moi. Aussi rapidement, ajouta-t-elle comme je tentais de protester. Cela n'a pas d'importance à présent car nous sommes arrivés à la croisée des chemins. Que voulez-vous dire? Que je n'ai pas l'intention de rester à Styles Court, répondit-elle avec une calme détermination. John et vous allez partir d'ici? John peut-être pas. Moi oui. Vous allez le quitter? Oui. Mais pourquoi? Elle marqua un temps d'hésitation avant de répondre. Peut-être parce que je veux être libre. J'imaginais soudain de grands espaces, de forêts vierges immenses, de terres inexplorées. Et je compris ce que signifiait le mot liberté pour quelqu'un comme Mary Cavendish. J'eus l'impression de la découvrir telle qu'elle était, créature farouche et fière, aussi peu polie par la civilisation qu'un oiseau dans le ciel. Un gémissement lui tomba des lèvres. Vous ne savez pas, vous ne pouvez pas savoir quelle prison a été pour moi cet endroit effroyable. Je comprends, l'assurai-je, mais n'agissez pas sur un coup de tête. Un coup de tête? Sa voix prit une intonation moqueuse. Je lui posai alors une question que je regrettai aussitôt. Savez-vous que le docteur Boerstein a été arrêté? Un masque de froideur figea les traits de la jeune femme. John a eu l'obligeance de m'en informer ce matin. Et qu'en pensez-vous? Continuai-je d'une voix sourde. De quoi? De cette arrestation. Que voulez-vous que j'en pense? Il me semble que ce soit un espion allemand. C'est du moins ce que le jardinier a dit à John. Sa voix était aussi dénuée d'expression que son visage. Cette nouvelle la touchait-elle? Elle s'éloigna de quelques pas et d'un doigt effleura un des vases. Ces fleurs sont fanées, il faut que je les change. Pouvez-vous me laisser passer? Merci, monsieur Hastings. Elle sortit tranquillement en me saluant d'une petite inclinaison de la tête. Non, elle ne tenait certainement pas à ce Boerstein. Aucune femme ne pourrait jouer ainsi cette indifférence glacée. Le lendemain matin, contrairement à son habitude, Poirot ne se montra pas. Quant aux hommes du Yard, ils semblaient eux aussi s'être volatilisés. À l'heure du déjeuner arriva pourtant un nouvel indice. Négatif d'ailleurs. Nous avions en effet tenté de retrouver trace de la 4e lettre rédigée par Madame Inglethorpe le soir précédant son décès, et avions fini par y renoncer, dans l'espoir qu'elle réapparaîtrait bien un jour. C'est exactement ce qui se produisit. Une réponse arriva à Styles Court par le 2e courrier. Elle émanait d'une société d'édition de musique française qui accusait réception d'un chèque de Madame Inglethorpe et regrettait de ne pouvoir trouver certains recueils de chansons populaires russes. Ainsi, devions-nous renoncer à trouver dans la correspondance de Madame Inglethorpe l'énigme de cette tragédie. Juste avant l'heure du thé, je descendis au village pour transmettre à Poirot cette mauvaise nouvelle. J'éprouvai une certaine irritation lorsque j'appris qu'il était sorti, une fois de plus. Est-il reparti pour Londres? Non, monsieur, il a juste pris le train pour Tadminster. Il m'a dit qu'il allait visiter le laboratoire où travaille une jeune personne de sa connaissance. Mais quel idiot! M'exclamai-je. Je lui ai pourtant dit que le mercredi est le seul jour où elle n'y est pas. Eh bien, soyez assez aimable de lui dire de venir nous voir dès demain matin. Je lui transmettrai votre message, monsieur. Mais Poirot ne se manifesta pas non plus le lendemain, et cela commença à m'irriter. Sa désinvolture passait vraiment les bornes. Après le déjeuner, Lawrence voulut me parler seul à seul. Il me demanda si j'avais l'intention de descendre au village pour voir Poirot. Non, je ne crois pas. S'il veut nous voir, il n'a qu'à venir. Cette réponse parut déconcerter Lawrence. Je remarquai chez lui une certaine nervosité,
qui ne lui était pas coutumière. « Que se passe-t-il » demandai-je intrigué. « Si c'est important, je peux y aller, bien sûr. »« Oh, ce n'est pas grand-chose, mais... Bon, si vous changez d'avis... » Sa voix n'était plus qu'un chuchotement. « Pourriez-vous lui dire que je crois avoir trouvé la tasse à café manquante ?» L'énigmatique message de Poirot m'était presque sorti de l'esprit. Mais Lawrence refusa de satisfaire ma curiosité. Faisant taire mon amour-propre, je résolus de retourner à l'Eastways Cottage. Cette fois, on m'y accueillit avec un sourire, et l'on m'annonça que M. Poirot était bien dans ses appartements. Voulais-je me demander la peine de monter? Comme l'on pense bien, je me donnai la peine en question. Mon ami était assis à sa table, la tête enfouie dans ses mains. Il se redressa vivement. « Que se passe-t-il » m'enquis-je avec sollicitude. « Vous n'êtes pas malade, j'espère ?»« Non, non, pas malade du tout, mais je dois prendre une décision d'une importance capitale. »« Faut-il ou non coincer le coupable, c'est ça ?» plaisantai-je. Mais à ma grande surprise, Poirot accueillit ma boutade sans rire. Parler ou ne pas parler, telle est la question. Comme l'a dit si justement votre grand Shakespeare. Je ne pris pas la peine de rectifier cette malheureuse citation. « Vous parlez sérieusement, Poirot ?» Très sérieusement, car la chose la plus sérieuse au monde se trouve dans la balance, voyez-vous. Et c'est le bonheur d'une femme, mon ami. Cette réponse me laissa sans argument, mais Poirot continuait déjà. Le moment est venu, et j'hésite, l'enjeu est de taille. Je ne sais pas quelle carte jouer, et personne d'autre que moi, Hercule Poirot, ne le risquerait. Et il ponctua cette déclaration orgueilleuse en se frappant la poitrine. Je lui laissai quelques instants pour savourer l'effet produit, puis lui rapportai la réponse de Lawrence. « Ah, il a donc trouvé la tasse manquante » s'exclama-t-il. « Bien. Votre monsieur Lawrence fait preuve de plus d'intelligence que ne le laisse augurer son visage de carême. Pour ma part, les facultés intellectuelles de Lawrence me paraissaient en effet assez réduites, mais je m'abstins de toute polémique à ce sujet. Et réprimandai amicalement Poirot pour avoir oublié que le mercredi était le jour de repos de Cynthia. « Vous avez raison, ma mémoire est une vraie passoire. Néanmoins, l'autre jeune femme m'a reçu fort bien. Sans doute ma déception lui a-t-elle fait pitié, car elle m'a montré tout ce que je voulais voir avec une grande gentillesse. Alors tout est pour le mieux. Il faudra quand même que vous alliez prendre le thé avec Cynthia un jour. » Puis je lui parlai de la 4e lettre écrite par Madame Engelthorpe. « C'est bien dommage, avoua-t-il. Je comptais beaucoup sur cette lettre. Mais ça aurait été trop beau. Une affaire doit se résoudre de l'intérieur. » De l'index, il se tapota le front. Ces petites cellules grises, à elles de jouer, comme on dit. Puis, sans transition, il me demanda. « Êtes-vous un expert en empreintes digitales, mon bon ami ?»« Non, » répondis-je sans dissimuler mon étonnement. « Je sais qu'il n'en existe pas deux semblables, mais là se limitent mes connaissances en ce domaine. Elles n'en sont pas moins exactes. » Il alla ouvrir un petit tiroir et en sortit quelques photographies qu'il déposa devant moi sur la table. Je les ai numérotées. 1, 2, 3. Auriez-vous l'obligeance de me les décrire? Je me concentrai un moment sur les clichés. Mais si le premier cliché représente les empreintes de M. Lawrence, le deuxième celle de Miss Cynthia, elles n'ont qu'une importance relative. Je ne les ai prises que dans un but comparatif. La troisième photographie est un peu plus complexe. Ah, elle est très agrandie, vous l'avez noté. Vous avez peut-être remarqué cette tache sur le cliché. Je ne vous expliquerai pas le procédé que j'ai utilisé. Poudre, appareil, etc. Il est commun à toutes les polices et permet de révéler en très peu de temps les empreintes relevées sur n'importe quel objet. Je vous ai montré les empreintes, mais mon bon ami, il me reste donc à vous apprendre sur quel objet elles ont été relevées. Allez-y, je boude d'impatience. Eh bien, le cliché 3 est l'agrandissement d'une petite fiole qui se trouve dans l'armoire au poison du dispensaire de l'hôpital de la Croix-Rouge à Tadminster, lieu qui semble aussi fréquenté qu'un hall de gare. « Bon Dieu !» m'exclamai-je. « Mais que font les empreintes de Lawrence Cavendish sur cette fiole? Pas un instant il ne s'est approché de l'armoire le jour où nous sommes allés au laboratoire. Et pourtant, mais c'est impossible, nous sommes restés tout le temps ensemble le temps de notre visite. » Mais Poirot ne semblait pas de cet avis. « Mon bon ami, il y a bien eu un moment pendant lequel vous n'étiez pas ensemble, et c'est pourquoi vous avez appelé Lawrence pour qu'il vous rejoignît sur le balcon. » C'est vrai, j'avais oublié ce détail. Cela n'a duré que quelques secondes. Elles lui ont suffi. Pourquoi faire? Poirot eut un petit sourire indéfinissable. Pour permettre à monsieur qui a autrefois étudié la médecine de satisfaire une curiosité bien légitime. Nos regards se croisèrent.
Celui de Poirot me parut assez satisfait. Il se leva et se mit à fredonner un petit air. Je l'observai avec une certaine méfiance. Poirot, que contenait la fiole en question? Il s'approcha de la fenêtre et regarda au dehors. Hydrochlorure de strychnine, lança-t-il sans se retourner. Et il reprit sa petite chanson. Mon Dieu, dis-je sans autre commentaire, car je ne m'attendais pas à cette réponse. L'hydrochlorure pure est d'un usage peu fréquent. Il n'entre que dans la composition de certaines pilules. C'est la solution officielle, hydrochlorure de strychnine liquide, que l'on l'utilise habituellement. Voilà pourquoi les empreintes sont encore sur cette fiole. Comment avez-vous réussi à prendre ces clichés? J'ai laissé tomber mon chapeau du balcon. Les visiteurs n'étant pas admis dans la cour à ce moment-là, la camarade de travail de Miss Cynthia a bien été obligée de descendre pour le ramasser. Je lui ai naturellement présenté toutes mes excuses. Vous saviez donc ce que vous alliez découvrir? En fait, je n'en savais rien, mais d'après votre compte-rendu, j'avais compris que M. Lawrence avait pu aller jusqu'à l'armoire et je voulais en avoir le cœur net. Poirot, votre expression réjouie vous trahit. Ce point est très important pour vous. Je n'en suis pas sûr, mais un détail m'a frappé, et je parie qu'il n'a pas échappé à votre vigilance. De quoi s'agit-il? Eh bien, il y a vraiment trop de strychnine dans cette affaire. Cela fait la 3e fois qu'on en découvre. Il y avait de la strychnine dans le fortifiant de Madame Inglethorpe. C'est de la strychnine que M. Mace a vendue à la pharmacie de Styles St. Mary. Et voici maintenant une fiole de strychnine qui porte les empreintes des membres de la maisonnée. C'est à s'y perdre, et vous le savez, je n'aime pas le désordre. Nous fûmes interrompus par un des résidents belges de l'Eastways Cottage qui passa la tête par la porte. Une dame est en bas et demande M. Hastings. Une dame? Je me précipitai dans l'étroit escalier. Poirot sur mes talons. Mary Cavendish attendait sur le seuil. Je suis allé rendre visite à une petite vieille qui habite le village, expliqua-t-elle, et comme je savais par Lawrence que vous étiez parti chez M. Poirot, je me suis permis de venir vous chercher. Hélas, madame, fit Poirot comiquement, moi qui espérais avoir enfin l'honneur de votre visite. Si vous m'invitez, c'est avec plaisir que je viendrai vous voir un jour, répondit-elle en souriant. Vous m'en voyez ravi. Et rappelez-vous, au cas où vous auriez besoin d'un confesseur, à ce mot elle tressaillit. Papa Poirot est toujours à votre disposition. Elle le dévisagea un instant, comme si elle cherchait à percer le sens caché de ses paroles. Puis elle détourna la tête d'un mouvement brusque. Allons, monsieur Poirot, vous ne voulez pas nous accompagner à Styles? Mais si, avec grand plaisir, madame. Tout au long du chemin, Mary parla avec volubilité. Je crus remarquer que le regard de Poirot la rendait nerveuse. Le temps avait changé, et un petit vent aigu, presque automnal, refroidissait l'atmosphère. Mary frictionna et releva le col de son manteau. Dans les arbres, la bise soufflait, de façon lugubre. On eût dit un géant invisible qui soupirait. Dès que nous eûmes franchi les grilles de Styles, nous sûmes qu'il s'était passé quelque chose d'anormal. Dorcas se précipita à notre rencontre en larmes. Elle se tordait les mains de désespoir. Dans le vestibule, tous les autres domestiques se tenaient alignés, yeux écarquillés, et à coup sûr, oreilles aux aguets. « Oh, madame, madame, je ne sais pas comment vous l'annoncer. Que se passe-t-il, Dorcas » m'impatientai-je. « Allons, parlez. Ces maudits inspecteurs de Scotland Yard. Ils l'ont arrêté. Ils ont arrêté monsieur. » « Ils ont arrêté Lawrence ?» Dorcas me jeta un regard étrange. « Non, monsieur, pas monsieur Lawrence. Monsieur John. » Avec un cri sauvage, Mary Cavendish s'abattit sur moi, et tandis que je me retournai pour la soutenir, j'entrevis une lueur de triomphe dans les yeux de Poirot. Le procès. 2 mois après ces événements, John Cavendish paraissait devant la justice pour le meurtre de sa belle-mère. Il y a peu à dire sur les semaines qui précédèrent l'ouverture du procès. Mon admiration et ma sympathie allèrent sans réserve à Mary Cavendish. Rejetant avec mépris l'idée même que son mari fût coupable, elle se battit bec et ongle à ses côtés. Comme je faisais part de mon admiration à Poirot, il m'approuva d'un air songeur. Oui, elle fait partie de ces femmes qui se montrent sous leur meilleur jour dans les épreuves. C'est là qu'elles sont les plus tendres et les plus loyales. Quant à son orgueil et à sa jalousie, n'avez-vous pas remarqué l'incommensurable jalousie qu'elle porte en elle? Comme je vous le disais donc, et au risque de vous choquer, comme on le dit en français vulgaire, son orgueil et sa jalousie, elle s'est assise dessus.
Elle ne pense qu'à son mari et à l'épouvantable menace qui pèse sur lui. Il avait dit cela avec une certaine émotion, et je me rappelais ce jour où il s'était demandé s'il devait parler ou non, où il avait parlé tendrement du bonheur d'une femme. Je me réjouis que la décision n'ait pas dépendu de lui. Aujourd'hui encore, j'ai du mal à y croire, dis-je. Voyez-vous, jusqu'à la dernière minute, j'ai eu la conviction que c'était Lawrence. Poirot eut un sourire en coin. Je savais que c'était là votre idée. Mais John, mon vieil ami John. Chaque assassin est le vieil ami de quelqu'un, observa Poirot avec philosophie. On ne devrait jamais confondre sentiment et raisonnement. Je dois dire que j'aurais apprécié que vous me mettiez sur la bonne piste. Peut-être m'en suis-je abstenu précisément parce que c'était votre vieil ami. Je fus quelque peu décontenancé par cette remarque. Ne m'étais-je pas empressé de rapporter à John ce que je croyais être l'opinion de Poirot à propos de Bauerstein? Soit dit en passant, celui-ci avait été lavé des accusations d'espionnage qui pesaient contre lui. Néanmoins, il avait beau s'être montré cette fois-ci plus malin que la justice, il n'en avait pas moins laissé quelques plumes dans l'histoire. Je demandai à Poirot s'il pensait que John serait condamné. Il me surprit une fois de plus en déclarant que, bien au contraire, l'acquittement lui paraissait très probable. Mais mon cher Poirot, allons, mon bon ami, ne vous ai-je pas dit et répété depuis le début de cette affaire que je n'avais pas de preuves formelles? Savoir qu'un homme est coupable est une chose, encore faut-il le prouver. Or, dans le cas présent, les preuves font particulièrement défaut. Là réside toute la difficulté. Moi, Hercule Poirot, je sais, mais il manque un maillon, et à moins que je ne trouve ce maillon manquant... Quand avez-vous commencé à soupçonner John Cavendish? Demandai-je après un long silence. Vous-même ne l'avez-vous jamais soupçonné? Non, jamais. Pas même après ce fragment de conversation que vous avez surpris entre madame Cavendish et sa belle-mère? Ni plus tard lors des témoignages quand la jeune femme s'est montrée si peu coopérative? Non. Est-ce que vous n'avez pas compris que 1 et 1 font 2 et que ce n'était pas Alfred Inglethorpe qui avait eu cette scène violente avec sa femme et qu'il a énergiquement nié à l'enquête, rappelez-vous, il ne pouvait s'agir que de John ou de Lawrence. Or, l'attitude de Mary Cavendish ne se justifiait que si c'était son mari qui s'y trouvait en cause, et non pas Lawrence. Et la lumière se fit soudain jour en moi. Ainsi, c'est donc John qui a eu cette altercation avec sa belle-mère, cet après-midi-là. Exactement. Et vous le saviez depuis le début? Bien sûr. Comment expliquer autrement la conduite de Mary Cavendish? Et vous dites pourtant qu'il a de grandes chances d'être acquitté. Poirot haussa les épaules. Je dis et je le répète, lors de l'audience préliminaire, nous prendrons connaissance de l'acte d'accusation. Mais ses avocats conseilleront certainement à John de réserver sa défense. Ce sera le coup de théâtre de l'ouverture du procès proprement dit. Ah, pendant que j'y pense, notez bien ceci sur vos tablettes, mon bon ami. Ce procès, je n'ai pas la moindre intention d'y assister. Quoi? Non, officiellement, je n'ai rien à voir avec cette affaire. Tant que je n'aurai pas découvert le maillon manquant, je dois rester dans les coulisses. Madame Cavendish doit s'imaginer que j'œuvre dans l'intérêt de son époux et pas contre lui. Permettez-moi de vous dire que je trouve votre politique indigne et au ras des pâquerettes. Allons bon, quand vous utilisez une de nos expressions françaises les plus imagées, tâchez de les faire avec un peu plus d'à-propos. Non, sérieusement, nous sommes confrontés à un individu sans scrupules, doué d'une intelligence remarquable et qui nous autorise à nous servir de tous les moyens, honnête ou à la limite du déshonnête, dont nous pouvons disposer. Sinon, il nous filera entre les doigts. C'est pourquoi j'ai pris soin de me faire des plus discrets. Toutes les découvertes ont été faites par Japp, et Japp en retirera tout le bénéfice. Et si je devais être appelé à la barre, ajouta-t-il avec un large sourire, ce serait probablement en qualité de témoin de défense. Je n'en croyais pas mes oreilles. C'est de bonne guerre, poursuivit Poirot. Curieusement, je pourrais d'ailleurs fournir un témoignage qui réduirait à néant un des points forts de l'accusation. Lequel? Celui concernant la destruction du testament. Ce n'est pas John Cavendish qui l'a brûlé. Poirot était un véritable prophète. J'épargnerai au lecteur les méandres fastidieux de la procédure judiciaire pour dire simplement que John Cavendish réserva sa défense et fut incarcéré jusqu'au procès. Septembre nous trouva tous à Londres. Mary avait loué une maison à Kensington où Poirot fut hébergé. Quant à moi, le ministère de la Guerre me proposa une sinécure, ce qui me permit de leur rendre visite aussi souvent que je le désirais.
Les semaines passées et l'état nerveux de Poirot se faisaient de plus en plus pénibles à supporter. Le chaînon manquant, dont il m'avait parlé, manquait toujours. Je souhaitais pour ma part qu'il ne le découvrît jamais, car, si son époux n'était pas acquitté, quel bonheur pouvait espérer Mary Cavendish. Le 15 septembre, John Cavendish se présenta au banc des accusés de l'Old Bailey. Il se vit signifier son inculpation pour meurtre avec préméditation sur la personne d'Emily Agnès Inglethorpe et plaida non coupable. Il avait pris pour assurer sa défense Sir Ernest Heavyweather, le célèbre avocat de la couronne. M. Phillips, également avocat de la couronne, ouvrit pour sa part le procès au nom de la couronne. Selon lui, le meurtre avait été soigneusement prémédité et accompli de sang-froid. Il ne s'agissait ni plus du moins de juger l'assassinat par le poison d'une vieille dame, aimante et confiante, par son beau-fils, qu'elle avait pourtant chéri plus qu'une mère. Elle avait pourvu à tous ses besoins, depuis sa plus tendre enfance. Son épouse et lui avaient vécu à Styles Court dans le luxe, entourés de l'affection attentionnée de la vieille dame, qui s'était montrée une bienfaitrice généreuse. M. Phillips se proposait donc d'appeler à la barre un certain nombre de témoins afin de prouver que l'accusé, individu débauché et dépensier, non seulement s'était retrouvé sans argent, mais avait entretenu une liaison avec Madame Raikes, l'épouse d'un fermier du voisinage. Mise au courant de la situation, Madame Inglethorpe lui avait adressé des reproches l'après-midi précédant sa mort. La discussion s'était envenimée et on en avait surpris les échos. La veille, l'accusé avait acheté de la strychnine à la pharmacie du village, non sans prendre la précaution de se déguiser et de se faire passer pour l'époux de Madame Inglethorpe. Il espérait ainsi faire accuser cet homme qu'il détestait du crime prémédité. Par chance, M. Alfred Inglethorpe avait pu produire un alibi irréfutable. Le 17 juillet poursuivit M. Phillips, juste après cette querelle, qu'il avait opposée à son beau-fils, Madame Inglethorpe avait rédigé un Nouveau Testament et que l'on devait retrouver le lendemain matin, détruit dans la cheminée de la chambre. Néanmoins, on pouvait affirmer que cet acte avantageait notablement son époux. La défunte avait déjà fait tester en faveur d'Alfred Inglethorpe, mais c'était avant leur mariage et l'avocat brandit un index pour appuyer son discours. L'accusé n'en savait rien. Pourquoi la défunte s'était-elle décidée à rédiger un Nouveau Testament alors que l'Ancien existait toujours? Cela, l'accusation ne pouvait le dire pour l'instant. Mais Inglethorpe, madame, était une personne âgée. Elle avait pu oublier l'existence du précédent. Ou bien, et M. Phillips accordait plus de crédit à cette seconde hypothèse, elle se doutait que l'Ancien était annulé par le mariage, puisqu'elle avait débattu à ce sujet. Les femmes ne sont pas toujours très au fait de la législation. 1 an plus tôt environ, elle avait rédigé un autre testament en faveur de l'accusé, celui-là. M. Phillips entendait prouver que c'était bien John Cavendish qui avait apporté son café à Madame Inglethorpe, le soir de la tragédie. Plus tard, il avait réussi à pénétrer dans la chambre de sa belle-mère et à détruire le Nouveau Testament, dont la disparition rendrait toute sa validité à celui qui avait été rédigé en sa faveur. C'était grâce à l'inspecteur Japp, brillant inspecteur du Yard, que l'accusé avait été arrêté. On avait en effet découvert dans sa chambre une fiole de strychnine identique à celle qui avait été vendue la veille du crime au prétendu M. Inglethorpe par le pharmacien du village. Il incombait au jury de décider si ce faisceau de preuves accablantes permettait ou non de définir avec certitude la culpabilité de l'accusé. Ayant subtilement conclu qu'il paraissait difficilement concevable qu'un jury n'en arrive pas à cette conclusion, M. Phillips se rassit et s'épongea le front. Pour la plupart, les premiers témoins appelés à la barre furent ceux qui avaient déposé au Stylitz Arms lors de l'enquête préliminaire, et tout d'abord les médecins. Sir Ernest Heavyweather, célèbre dans toute l'Angleterre pour sa manière de déstabiliser les témoins, ne posa que 2 questions au Dr Boerstein. « Si mes renseignements sont exacts, la strychnine est une drogue à effet rapide. »« Oui. »« Dont vous ne pouvez expliquer l'effet retard que l'on note dans le cas présent. »« Non. »« Je vous remercie. » M. Mace reconnut la fiole que lui montra M. Phillips comme étant celle qu'il avait vendue à M. Inglethorpe. Questionné plus précisément, il admit ne connaître M. Inglethorpe que de vue et lui y avoir jamais parlé auparavant. Son témoignage se limita à ces précisions. Alfred Inglethorpe le remplaça à la barre et nia formellement avoir acheté la strychnine ou s'être querellé avec son épouse. Divers témoins suivirent
qui confirmèrent cette déclaration. Les jardiniers furent ensuite appelés et déposèrent au sujet de leur contre-signature sur le testament. Puis ce fut le tour de Dorcas. Fidèle à ses chers jeunes messieurs, la domestique décréta qu'en ce qui concernait la voix qu'elle avait entendue, il ne pouvait s'agir de celle de John. Avec la même fougue, elle affirma que c'était M. Inglethorpe qui se trouvait dans le boudoir avec son épouse. Dans le box des accusés, John eut un sourire mélancolique. Il ne savait que trop l'inutilité de cette intervention loyale. La défense n'avait aucunement l'intention de nier ce point, comme on s'en doute. Madame Cavendish ne fut pas appelée à la barre pour déposer contre son mari. Après diverses questions mineures à Dorcas, M. Philippe lui demanda « Au mois de juin, est-ce que vous vous souvenez avoir réceptionné un paquet envoyé par la firme Parkson et Parkson et adressé à M. Lawrence Cavendish ?»« Non, monsieur, bien sûr, c'est possible, mais M. Lawrence a été absent une partie du mois de juin. Supposons qu'un paquet soit arrivé en l'absence de M. Lawrence Cavendish. Qu'en aurait-on fait? Il aurait été déposé dans sa chambre, ou on l'aurait fait suivre. C'est vous qui en auriez pris l'initiative? Non, monsieur, j'aurais laissé le paquet sur la table du vestibule. C'est Miss Howard qui s'en serait chargée. Evelyn Howard fut ensuite appelée à la barre. Après quelques questions sur des points de détail, elle fut interrogée sur le fameux paquet. Je ne sais plus. On reçoit beaucoup de paquets. Je ne me souviens pas de celui-là en particulier. Vous ne savez pas si ce paquet a été réexpédié à M. Lawrence Cavendish, au Pays de Galles, ou s'il a été déposé dans sa chambre? Réexpédié, je ne crois pas. Je m'en souviendrai. Admettons qu'un paquet soit arrivé pour M. Lawrence Cavendish et qu'il ait ensuite disparu. Auriez-vous remarqué cette disparition? Non, je ne crois pas. J'aurais pensé que quelqu'un d'autre s'en était chargé. Si je me trompe, c'est vous, Miss Howard, qui avez découvert cette feuille de papier. Et il brandit la feuille défraîchie que moi-même et Poirot avions examinée dans le petit salon de Styles. Oui, c'est moi. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi vous l'avez cherchée? Parce que le détective qui s'intéresse à cette affaire me l'a demandé. Et où l'avez-vous trouvée? Sur le haut d'une armoire. L'armoire de l'accusé? Je crois. Vous ne l'avez pas trouvée vous-même? Si. Vous devez donc savoir où vous l'avez trouvée. Oui, sur l'armoire de l'accusé. Voilà qui est mieux. Un représentant de la firme Parkson et Parkson, costumier, attesta qu'ils avaient vendu une barbe noire le 29 juin à un monsieur L. Cavendish, après commande passée par lettre accompagnée d'un mandat. Non, ils ne gardaient pas le courrier, mais les commandes figuraient sur leur livre. La barbe avait été envoyée à L. Cavendish, Esq, Styles Court, comme l'avait demandé le client. Avec une lenteur étudiée, Sir Ernest Heavyweather se leva. « D'où venait cette lettre ?» demanda-t-il. « De Styles Court. L'adresse même à laquelle vous avez envoyé la commande? » « Oui. » Avec l'agressivité d'un prédateur, Heavyweather attaqua le pauvre représentant de Parkson et Parkson. « Comment pouvez-vous l'affirmer? »« Je ne comprends pas. »« Avez-vous la certitude que cette lettre venait de Styles Court? Vous vous souvenez du cachet de poste? » Non, mais... Ah, vous ne vous en souvenez pas, ce qui ne vous empêche pas pourtant d'affirmer avec aplomb que cette lettre venait de Styles. Le cachet de la poste aurait pu être celui de n'importe quel endroit, non? Oui. De fait, cette lettre, même rédigée sur papier à en tête de Styles Court, aurait pu être postée à n'importe quel endroit, n'est-ce pas? Au Pays de Galles, par exemple. Le témoin dut admettre qu'il aurait pu en être ainsi, et Sir Ernest se déclara satisfait. Elizabeth Wells, deuxième femme de chambre à Styles, succéda au représentant de Parkson et Parkson. Après s'être couchée, elle s'était souvenue qu'elle avait verrouillé la porte d'entrée, alors que M. Inglethorpe avait prié qu'on se contente de la fermer à clé. Elle avait donc décidé de redescendre au rez-de-chaussée. Surprenant un léger bruit en provenance de l'aile ouest, elle avait jeté un coup d'œil dans le couloir et avait vu M. John Cavendish qui frappait à la porte de Mme Inglethorpe. Sous le feu roulant de ces questions, Sir Ernest Heavyweather amena impitoyablement Elizabeth à se contredire. Puis, avec un sourire satisfait, l'avocat de la défense la renvoya et se rassit. Ce fut alors le tour d'Annie. Elle parla de la tache de la bougie sur le tapis et jura avoir vu l'accusé apporter le café dans le boudoir. Ce fut le dernier témoin de la journée, et l'audience fut suspendue jusqu'au lendemain. Alors que nous quittions les lieux,
Mary Cavendish eut des paroles amères à l'encontre de l'avocat de la couronne. Quel horrible personnage! Quel filet il resserre autour de mon pauvre John! Et cette façon dont il dénature chaque détail afin de lui faire dire le contraire de ce qu'il dit. Allons, allons, demain ce sera le contraire, dis-je d'un ton consolant. Oui, fit-elle songeuse. Puis en baissant la voix, Monsieur Hastings, vous ne croyez pas... Non, ça ne peut pas être Lawrence. Oh non, c'est pas possible. J'étais moi-même assez décontenancé par la tournure du procès. Aussi, dès que je me trouvais seul avec Poirot, je lui demandai s'il avait une idée de la tactique employée par Sir Ernest. Ah, lâcha mon ami, en connaisseur. Il est très fort, ce Sir Ernest. D'après vous, il croit Lawrence coupable? À mon avis, il ne croit rien du tout et il s'en moque. Non, il essaie simplement de créer une telle confusion dans les esprits des jurés qu'il en arrive à être divisé sur la culpabilité de l'un ou l'autre des deux frères. Il s'évertue à démontrer qu'il existe autant de preuves accablant Lawrence que John, et je me demande s'il n'y parviendra pas. L'inspecteur Japp fut le premier témoin appelé à la barre le lendemain. Il déposa avec brièveté et précision. Après avoir rappelé les événements précédents, il poursuivit. Suite à certaines informations qui nous avaient été communiquées, le commissaire Sommerhay et moi-même avons profité de l'absence de l'accusé pour procéder à une fouille méthodique de sa chambre. Dans sa commode cachée parmi les sous-vêtements, nous avons trouvé primo une paire de lunettes à monture en or, que voici, identique à celle que porte M. Inglethorpe. Secondo, cette fiole. Le flacon a été celui qui avait déjà été reconnu par M. Mace, le préparateur. C'était une petite fiole en verre bleu, contenant un peu de poudre cristalline blanche et dont l'étiquette portait la mention hydrochlorure de strychnine, poison. Depuis la séance des dépositions préliminaires au Stylitz Arms, les enquêteurs du Yard avaient découvert un nouvel indice, glissé dans le chéquier de Mme Inglethorpe. Il s'agissait d'une longue bande de papier buvard qui avait très peu servi. En le tenant devant un miroir, on pouvait lire distinctement « Je lègue tout ce que je possède à mon époux bien-aimé Alfred Ing ». Ce nouvel élément prouvait sans contestation possible que le testament détruit avait été rédigé en faveur du mari de la défunte. Japp montra ensuite le fragment de papier calciné retrouvé dans la cheminée de la chambre et termina son témoignage par la fausse barbe dans le coffre du grenier. Mais Sir Ernest contre-attaqua immédiatement. « À quelle date avez-vous fouillé la chambre de l'accusé ?»« Le mardi 24 juillet. » « Soit une semaine exactement après le drame. »« Oui. Donc, vous avez découvert ces deux objets dans la commode. Était-elle fermée à clé ? » ?»« Non. » « Ne vous semble-t-il pas étonnant qu'un meurtrier conserve des preuves de son crime dans un meuble que n'importe qui peut fouiller sans difficulté ? Il les a peut-être cachés là parce qu'il était pressé. Je vous rappelle qu'une semaine entière s'était écoulée après le crime. Il avait donc eu 100 fois la possibilité de les détruire. Peut-être, oui. Il n'y a pas de peut-être qui tienne. Avait-il, oui ou non, le temps matériel de faire disparaître ces objets ? Oui. Les sous-vêtements parmi lesquels étaient cachés ces objets, étaient-ils épais ou légers ? Plutôt épais. Autrement dit, c'étaient des sous-vêtements divers. Il est donc évident que l'accusé n'aurait aucune raison d'ouvrir ce tiroir avant longtemps, n'est-ce pas ? C'est possible, en effet. Veuillez répondre avec plus de précision, je vous prie. Était-il probable que l'accusé, alors que nous sommes dans la période la plus chaude d'un été torride, ouvre ce tiroir précis qui contient des sous-vêtements divers, oui ou non ? Non. En ce cas, n'est-il pas possible que ces deux objets aient été placés dans le dit tiroir par une tierce personne et que l'accusé ait ignoré leur présence ? Cela me paraît assez improbable. Mais possible. Oui. Ce sera tout. D'autres témoignages suivirent qui mirent en évidence les difficultés pécuniaires de l'accusé à la fin du mois de juillet, ainsi que sa liaison avec Madame Raikes. Pauvre Mary. Cela dut être atroce à entendre pour une femme, possédant un tel amour-propre. Les faits rapportés par Evelyn Howard étaient donc bien réels, mais sa haine pour Inglethorpe l'avait poussé à conclure un peu vite que la personne concernée n'était autre que lui. Ce fut ensuite le tour de Lawrence. D'une voix sourde, en réponse aux questions de M. Phillips, il nia avoir commandé quelques articles que ce fut à la firme Parkson au mois de juin. D'ailleurs, le 29 de ce mois, il se trouvait au Pays de Galles. Aussitôt, Sir Ernest intervint, le menton agressif. «
Vous niez avoir commandé une barbe noire à la firme de Parkson le 29 juin. Je le nie. Ah, et s'il arrivait quelque chose à votre frère John, qui hériterait de Styles Court? La brutalité de la question fit monter le rouge aux joues habituellement pâles de Lawrence. Le juge laissa échapper un murmure désapprobateur, et dans le box des accusés, John se pencha en avant dans un mouvement de colère. Mais Sir Heavyweather n'en avait cure. « Veuillez répondre à ma question. »« Je crois que ce serait moi. »« Que voulez-vous dire par « je crois » ? Votre frère n'a pas d'enfant, donc vous hériteriez, n'est-ce pas ? » ?»« Oui. »« Ah, voilà qui est mieux. » lâcha Sir Heavyweather avec une ardeur féroce. « Et si je me trompe, vous hériteriez également d'une somme d'argent confortable, non ? » ?»« Voyons, Sir Ernest, » protesta le juge, « ces questions sont déplacées. » Sir Heavyweather s'inclina, mais il avait décoché son trait. « Le mardi 17 juillet, poursuivit-il, vous avez visité en compagnie d'un ami le laboratoire de l'hôpital de la Croix-Rouge, à Tadminster. Est-ce exact ? » ?»« Oui. » »« Alors que, par le plus grand des hasards, vous vous trouviez seul, un instant. N'avez-vous pas ouvert l'armoire au poison pour examiner certains flacons ? » Il est possible que... Je vous demande si vous l'avez fait ou non. » »« Oui. » La question suivante de Sir Ernest partit comme un boulet de canon. « Vous êtes-vous intéressé à un flacon en particulier ? » ?»« Non, je crois pas. »« Prenez garde, monsieur Cavendish. Je parle d'une petite fiole d'hydrochlorure de strychnine. » Le visage de Lawrence Cavendish prit une teinte cadavérique. « Non, je suis sûr que non. » »« Alors veuillez expliquer au jury comment il se fait qu'on ait trouvé vos empreintes sur cette fiole. » Cet interrogatoire agressif faisait merveille sur une nature aussi fragile. « Il est possible que j'ai touché cette fiole, mais... » »« Très possible, en effet. Avez-vous prélevé une partie du contenu de cette fiole ? » ?»« Absolument pas. Alors pourquoi l'avez-vous touchée ? » ?»« J'ai fait des études de médecine et ces choses-là m'intéressent tout naturellement. »« Ah, ainsi les poisons vous intéressent. Vous n'en avez pas moins attendu d'être seul pour satisfaire cet intérêt, n'est-ce pas ? » ?»« Non, c'était par hasard. Si les autres avaient été là, j'en aurais fait autant. Mais à ce moment, justement, les autres n'étaient pas là. »« C'est exact, mais... » Pendant tout l'après-midi, vous avez été seul que 2 minutes. Or, il semble que vous ayez précisément profité de ces 2 minutes pour satisfaire votre intérêt pour l'hydrochlorure de strychnine. Je... bredouilla pitoyablement Lawrence. Visiblement satisfait, Sir Ernest conclut, le visage empreint d'une expression pleine de sous-entendus. « Je n'ai pas d'autres questions à vous poser, monsieur Cavendish. » Cet interrogatoire avait déclenché l'émoi dans la salle. Les élégantes de l'assistance, tête contre tête, se chuchotaient leurs commentaires, et le brouhaha devint tel que le juge menaça de faire évacuer la salle. Il y eut encore quelques témoignages, des experts en graphologie vinrent donner leurs conclusions sur la signature apposée dans le registre de la pharmacie. Tous confirmèrent que c'était un faux, et qu'il pouvait s'agir de l'écriture déguisée de l'accusé. Poussés dans leur retranchement, ils admirent qu'il pouvait également s'agir d'une habile contrefaçon de l'écriture de l'accusé. La plaidoirie que prononça Sir Ernest Heavyweather pour la défense ne dura guère, mais fut rehaussée par l'éloquence emphatique de ce personnage. Jamais, au cours de sa longue carrière, affirma-t-il, il n'avait vu un homme accusé d'homicide volontaire sur des preuves des plus légères. Elles étaient indirectes, et la plupart d'entre elles ne résistaient pas à l'analyse. Que le jury prenne la peine d'étudier en détail, et avec toute l'impartialité souhaitable, ce qu'on pouvait tirer des dépositions. De la strychnine avait été découverte dans un tiroir de la commode se trouvant dans la chambre de l'accusé. Or, ce tiroir n'était pas fermé à clé. On ne pouvait en déduire formellement que l'accusé y eût caché le poison. Pour sa part, Sir Ernest y voyait la mise en scène diabolique d'une tierce personne, cherchant à faire porter les soupçons sur son client. Le ministère public avait été incapable de prouver que John Cavendish avait effectivement commandé la barbe noire chez Parkson et Parkson. Quant à la querelle qui avait opposé l'accusé à sa belle-mère, elle avait certes eu lieu, mais on en avait décuplé l'importance, tout comme on avait exagéré ses problèmes financiers. Son éminent confrère, Sir Ernest, désigna Sir Philip d'un signe de tête désinvolte, avait relevé que si l'accusé était innocent,
Il aurait dû déclarer spontanément que la personne s'était querellée avec Madame Inglethorpe n'était pas son mari mais lui-même. Sir Ernest pensait que les faits avaient été mal présentés. Voici en fait ce qui s'était passé. À son retour à Styles Court le mardi matin, John Cavendish avait appris de source sûre qu'une violente querelle avait opposé M. et Mme Inglethorpe. L'accusé n'avait pas imaginé un instant qu'on pût confondre sa voix avec celle de M. Inglethorpe. Il en avait donc conclu que sa belle-mère avait eu 2 altercations dans la même journée. Le lundi 16 juillet, prétendait l'accusation, John Cavendish avait poussé la porte de la pharmacie du village sous l'apparence de M. Alfred Inglethorpe. En réalité, l'accusé se trouvait à ce moment précis dans un endroit reculé, appelé Marston Spinney, attiré là par une lettre anonyme qui le menaçait de révéler à son épouse certains de ses agissements, s'il ne se rendait pas à ce rendez-vous. John Cavendish avait donc obtempéré et attendu en vain pendant une demi-heure avant de rentrer à Styles Court. La malchance avait voulu qu'il ne rencontrât personne en chemin. Il ne pouvait par conséquent produire aucun témoin pour alléguer ses dires. Néanmoins, il avait eu la bonne idée de conserver la lettre de chantage qui tenait à la disposition de la justice. En ce qui concernait le testament détruit, l'accusé, de par sa formation d'avocat, savait fort bien que le testament en sa faveur était automatiquement annulé par le remariage de sa belle-mère. Sir Ernest avait l'intention d'appeler à la barre plusieurs témoins afin de déterminer qui avait brûlé le testament, et qu'il était fort possible que l'affaire prenne, à cette occasion, un tour bien différent. Pour finir, il démontrerait au jury que des présomptions autrement plus sérieuses pesaient sur d'autres personnes que son client, et sur M. Lawrence Cavendish en particulier. Cela dit, il appela John Cavendish à la barre. Celui-ci s'acquitta fort bien de son rôle. Magistralement guidé par les questions de Sir Ernest, il déposa de façon convaincante. La lettre anonyme qu'il avait attirée à Marston Spinney circula parmi le jury. La bonne volonté avec laquelle il décrivit ses ennuis d'argent et son différend avec la défunte ajoutèrent un certain crédit à ses dénégations. Une fois l'interrogatoire terminé, il marqua un temps d'hésitation puis ajouta « Je tiens à préciser un point. Je désapprouve catégoriquement les insinuations de Sir Ernest Heavyweather à l'encontre de mon frère. J'ai la conviction que Lawrence n'a pas plus à voir dans ce crime que moi-même. » Sir Ernest se contenta de sourire. Il ne pouvait échapper à son sens aigu de l'observation que ces dernières paroles avaient produit un effet très favorable sur les jurés. Le moment était venu du contre-interrogatoire de l'accusation, mené par M. Phillips. « J'ai cru comprendre que l'idée vous ait jamais effleuré que les témoins aient pu confondre votre voix avec celle de M. Inglethorpe, n'est-ce pas? Plutôt surprenant. » « Non, je ne trouve pas. Vous m'avez dit qu'une querelle avait opposé ma belle-mère à son époux, et je n'avais aucune raison de mettre en doute cette information. Pas même quand Dorcas la domestique a répété certaines phrases de cette altercation, phrases dont vous auriez dû vous souvenir. Je ne m'en suis pas souvenu. Vous avez une mémoire bien courte. Nous étions tous deux très en colère et je crois que nos propos ont dépassé notre pensée. Sur le moment, j'ai prêté très peu d'attention aux termes employés par ma mère. M. Phillips émit un reniflement incrédule, artifice de plaidoirie d'une efficacité indéniable, puis il enchaîna sur le problème de la lettre anonyme reçue par John Cavendish. Cette preuve manuscrite vient fort à propos. Dites-moi, cette écriture ne vous semble pas familière? Pas que je sache. N'y voyez-vous pas une ressemblance frappante avec votre propre écriture, mal imitée? Je ne trouve pas, non. J'affirme qu'il s'agit là de votre propre écriture. Non. Et moi, j'affirme que, soucieux de vous créer un alibi, vous avez imaginé ce rendez-vous par ailleurs assez improbable et avez écrit vous-même cette lettre anonyme pour appuyer votre déclaration. Non. N'est-il pas exact que, à l'heure où vous prétendez avoir attendu dans un endroit isolé et peu fréquenté, vous vous trouviez en réalité dans la pharmacie du village, occupé à acheter de la strychnine sous l'identité de M. Inglethorpe? Non, c'est un mensonge. J'affirme que c'était vous, affublé d'une fausse barbe, taillé à la ressemblance de celle de M. Inglethorpe et vêtu d'un de ses costumes, et j'affirme que vous avez imité sa signature sur le registre. C'est absolument faux. Alors je laisserai aux jurés le soin de constater la remarquable similitude qui existe entre la signature du registre, votre lettre anonyme,
un échantillon de votre écriture. » Ayant ainsi conclu, M. Phillips se rassit. Sur son visage se lisait la satisfaction du devoir accompli, mêlée à l'indignation que cette suite de dénégations éhontées avait éveillée. Vu l'heure tardive, l'audience fut suspendue jusqu'au lundi suivant. Poirot me parut passablement découragé. Il avait entre les sourcils ce petit pli, que je ne lui connaissais que trop bien. « Qu'avez-vous » demandai-je. « Ah, mon bon ami, cette affaire prend une mauvaise tournure, une bien mauvaise tournure. » Malgré moi, j'eus un soupir de soulagement. John Cavendish allait sans doute être acquitté. De retour à la maison de Kensington, mon ami repoussa la tasse de thé que lui présenta Mary Cavendish. « Non, madame, je vous remercie, je vais monter dans ma chambre. » Je le suivis. Les sourcils toujours froncés, il prit un jeu de patience dans le tiroir du bureau. Puis il s'assit. Sous mes yeux incrédules, il se mit, avec le plus grand sérieux, à construire un château de cartes. Il dut remarquer mon expression ahurie, car il crut bon de m'expliquer. « Non, mon bon ami, je ne suis pas retombé en enfance. Simplement, je me calme les nerfs. Cet exercice réclame une grande précision des gestes. La précision des gestes entraîne celle du cerveau, et jamais plus que maintenant. Je n'en ai eu autant besoin. » « Que se passe-t-il » m'inquiétai-je au bout d'un moment. D'un coup de poing sur la table, Poirot avait fait s'écrouler le fragile édifice. « Il se passe, mon bon ami, que je peux construire des châteaux de cartes de cet étage, mais que je suis toujours incapable, nouveau coup sur la table, de bang, de trouver ce bang, ce chaînon manquant dont je vous ai parlé. » Ne sachant trop quoi dire, je me cantonnai dans un silence prudent et le regardai s'atteler à la construction d'un second château de cartes. Lentement, il superposa les petits cartons en lançant des bribes de phrases. C'est comme ça, il faut œuvrer, en plaçant un élément après l'autre avec une précision mathématique. J'observai le château de cartes s'élever étage par étage. Jamais mon ami ne marqua la moindre hésitation, ni ne commit la moindre erreur. Son adresse égalait celle d'un prestidigitateur. « Vous possédez une sûreté de geste remarquable, » fis-je remarquer. « Je crois n'avoir vu trembler vos mains qu'en une seule occasion. » Une occasion où je devais être bien énervé alors, commenta Poirot sans se départir de son calme. « En effet, vous étiez hors de vous. Ne vous en souvenez-vous pas? C'était dans la chambre de Madame Inglethorpe, lorsque vous avez découvert que la serrure de la mallette avait été forcée. Vous vous teniez près de la cheminée, et je vous ai vu aligner les bibelots sur le marbre, selon votre habitude. À cet instant, votre main tremblait comme une feuille. Je dois avouer que... » Je ne pus en dire davantage, car Poirot poussa un cri rauque et inarticulé et détruisit une nouvelle fois sa construction. Puis, plaquant ses mains sur ses yeux, il commença à se balancer d'avant en arrière sur sa chaise, comme s'il souffrait le martyre. « Seigneur! Poirot, que vous arrive-t-il? Vous ne vous sentez pas bien? »« Si, si, souffla-t-il. Mais je viens tout d'un coup d'entrevoir une théorie. »« Ah » m'exclamai-je avec soulagement. « Une de vos fameuses petites théories. »« Ah, ma foi, non, rétorqua Poirot, avec un accent de sincérité totale. Cette fois, il s'agit d'une théorie fantastique, prodigieuse, et c'est vous, mon bon ami, qui me l'avez suggérée. » Il bondit de sa chaise et, m'étreignant avec fougue, m'embrassa sur les 2 joues. Avant même que je fusse revenu de ma surprise, il était sorti en trombe de la pièce. À ce moment, Mary Cavendish entra. « Qu'arrive-t-il donc à M. Poirot » s'étonna-t-elle. « Je viens de le croiser dans l'escalier. Il dévalait les marches et il m'a crié au passage « Un garage pour l'amour du ciel, madame! Indiquez-moi un garage !» Mais il n'a même pas attendu ma réponse, il s'est précipité dehors. Je me ruai à la fenêtre. Il dévalait en effet la rue, en courant à perdre haleine et en gesticulant. Il n'avait même pas pris le temps de mettre son chapeau. Je me retournai vers Mary Cavendish avec un geste d'impuissance. « Il va se faire arrêter par un agent. Il tourne déjà dans le coin de la rue. » Nous nous regardions totalement désemparés. « Que peut-il bien lui passer par la tête ?»« Je n'en ai aucune idée, répondis-je. Il était en train de construire un château de cartes quand il m'a déclaré soudain avoir la révélation d'une de ses théories, et il s'est précipité dehors comme vous l'avez constaté vous-même. »« J'espère, soupira Mary Cavendish, qu'il rentrera pour dîner. » Mais la nuit tomba et Poirot n'était toujours pas rentré. Le chaînon manquant.
Le départ précipité de Poirot nous avait fort intrigués. La matinée du dimanche se passa sans que nous nous le revoyions. Vers 3 heures de l'après-midi, un coup de klaxon, tonitruant, nous attira à la fenêtre. Nous vîmes Poirot qui descendait d'une automobile suivi de Japp et de Summerhay. Le petit homme paraissait transformé. Il affichait une autosatisfaction qui frisait la caricature. Il salua Mary Cavendish avec une politesse exagérée. « Madame, puis-je solliciter votre bienveillance, la permission d'organiser une petite réunion dans votre salon? La présence de chacun de vous sera nécessaire. » Mary eut un léger sourire teinté de tristesse. « Vous savez bien, monsieur Poirot, que je vous laisse toujours carte blanche. »« Vous êtes trop aimable, madame. » Toujours épanoui, Poirot nous rassembla dans le salon et disposa les sièges à notre intention. Miss Howard, ayez la bonté de prendre place ici. Miss Cynthia, Monsieur Lawrence, notre brave Dorcas et Annie, là. Bien. Nous allons attendre pour commencer l'arrivée de Monsieur Inglethorpe. Je lui ai envoyé un message. Miss Howard se leva d'un bond. « Si cet homme franchit le seuil de cette maison, je m'en vais. »« Voyons. » Poirot s'approcha d'elle et lui parla à mi-voix. Finalement, elle parut se laisser convaincre et retourna s'asseoir. Un instant plus tard, Alfred Inglethorpe entrait. Personne ne manquait à l'appel. Poirot se leva, tel un conférencier à la mode, et exécuta une courbette face à son public. « Mesdames et messieurs, comme vous le savez tous, c'est à la demande de M. John Cavendish que je suis venu ici à Styles, dans le but de résoudre cette douloureuse affaire. Mon premier soin a été d'examiner la chambre de la défunte. Sur recommandation des médecins, cette pièce avait été gardée fermée à clé, dans l'état où elle se trouvait au moment de la tragédie. Mes premières recherches m'ont permis de trouver, primo, un fragment d'étoffe de couleur verte, secondo, une tache encore humide sur le tapis près de la fenêtre, tertio, une boîte vide ayant contenu de la poudre de bromure. Considérons tout d'abord le fragment d'étoffe verte. J'en ai découvert quelques fibres coincées dans le verrou de la porte de communication entre la chambre de Miss Cynthia et celle de Madame Inglethorpe. J'ai remis cet indice à la police, qui ne s'y est guère intéressée, et en tout cas n'a pas su en définir la provenance. Il s'agit en fait d'un morceau d'étoffe appartenant à une salopette de travailleurs agricoles. Un frisson parcourut l'assistance. Or, une seule et unique personne à Styles Court travaille la terre, Madame Cavendish. C'est donc forcément elle qui a pénétré dans la pièce par la porte donnant sur la chambre de Miss Cynthia. « Mais cette porte était verrouillée de l'intérieur !» m'exclamai-je. C'était le cas quand j'ai examiné la chambre, mais pour affirmer qu'elle l'était auparavant, nous n'avons que la parole de Madame Cavendish, puisque c'est elle-même qui a essayé de l'ouvrir. Or, dans la confusion qui a suivi, il est évident qu'elle a eu amplement le temps de pousser le verrou. J'ai vérifié cette hypothèse dès que j'en ai eu l'occasion. Tout d'abord, je me suis aperçu que le fragment d'étoffe verte correspondait exactement à une déchirure dans une salopette de Madame Cavendish. De plus, au cours de sa déposition préliminaire au Stylitz Arms, Madame Cavendish a affirmé avoir entendu de sa chambre tomber la table de chevet. J'ai également vérifié ce point en demandant à mon ami, Hastings, de se poster dans l'aile gauche de la maison, de l'autre côté de la porte de Madame Cavendish. Puis je me suis rendu en compagnie de la police dans la chambre de la défunte, et j'ai renversé la table de chevet. En feignant un geste maladroit, mon ami Hastings n'a rien entendu. Cela m'a conforté dans l'idée que Madame Cavendish ne disait pas la vérité quand elle prétendait se trouver dans sa chambre, au moment du drame. En vérité, j'étais déjà persuadé que Madame Cavendish se trouvait en réalité dans la chambre de Madame Inglethorpe quand l'alarme a été donnée. Je lançai un coup d'œil en direction de Mary Cavendish. Elle était pâle mais souriante. Partant de là, j'ai poursuivi mon raisonnement. Madame Cavendish se trouve dans la chambre de sa belle-mère. Nous dirons qu'elle y cherche quelque chose, qu'elle n'a pas trouvé. Soudain, Madame Inglethorpe se réveille, saisie par une douleur inquiétante. Dans une convulsion, un de ses bras renverse la table de chevet, puis l'agonisante saisit le cordon d'appel. Affolée, Madame Cavendish fait tomber sa bougie, puis la ramasse, laissant une tache sur le tapis. Elle se réfugie en hâte dans la chambre de Cynthia, dont elle referme la porte. Elle se précipite dans le couloir car elle ne veut pas que les domestiques la trouvent là. Trop tard, elle entend des pas dans la galerie, reliant les deux ailes du bâtiment.
Que va-t-elle faire? Sans tergiverser, elle retourne dans la chambre de Miss Cynthia et secoue la jeune fille pour la réveiller. Toute la maisonnée arrive dans le couloir et l'on s'attaque à la porte verrouillée de Madame Inglethorpe. Personne ne remarque que Madame Cavendish n'est pas arrivée en même temps que les autres. Pourtant, et ce détail retiendra mon attention. Et je ne trouverai personne non plus qui l'ait vue venir de l'autre aile. Tout cela est-il exact, madame? Demanda Poirot. Parfaitement exact, acquiesça-t-elle. Vous comprenez bien que j'aurais moi-même révélé ces faits, si j'avais pensé que ça puisse aider mon époux. Mais ils ne m'ont pas semblé pouvoir influer sur la question de son innocence ou de sa culpabilité. En un sens, vous avez raison, madame, mais ils m'ont permis d'abandonner certaines fausses pistes et d'attribuer d'autres faits, leur signification réelle. Le testament, s'exclama soudain Lawrence. C'est donc vous, Mary, qui l'avez détruit. Madame Cavendish répondit d'un signe de tête négatif. Imitez cela par Poirot, qui poursuivit d'une voix posée. Non, une seule personne avait la possibilité de détruire le testament. Madame Inglethorpe elle-même. C'est invraisemblable, m'écriai-je. Elle venait de le rédiger l'après-midi même. C'est pourtant elle qui l'a brûlé, mon bon ami. Comment expliqueriez-vous autrement qu'elle ait demandé qu'on allume un feu dans sa chambre, alors que la journée avait été l'une des plus chaudes de l'été? Je ne pus réprimer un haut le corps. Quels imbéciles nous avions été de ne pas relever l'incongruité de ce feu. Mais Poirot poursuivit sa démonstration. Le thermomètre a grimpé ce jour-là jusqu'à 30 degrés à l'ombre. Pourquoi Madame Inglethorpe aurait-elle demandé du feu dans sa chambre, si ce n'est pour brûler un papier? Rappelez-vous que, pour obéir aux consignes d'économie de guerre décrétées à Styles Court, le moindre morceau de papier est soigneusement récupéré. Il n'y avait donc aucun moyen de détruire un document aussi épais qu'un testament. Dès le moment où j'ai appris qu'un feu avait été allumé dans sa chambre, j'en ai déduit qu'il n'avait aucune utilité que la destruction d'une pièce importante. Un testament peut-être. C'est pourquoi la découverte du fragment calciné dans les cendres ne m'a pas le moins du monde étonné. Bien sûr, à ce moment-là, je ne savais pas encore que ce testament avait été rédigé l'après-midi même. Et je dois reconnaître qu'en apprenant cela, j'ai commis une grossière erreur. J'ai en effet établi une relation directe entre la décision de détruire le testament et la querelle de l'après-midi qui, pour cette raison, n'a pu avoir lieu qu'après la rédaction du document. Là, comme nous le savons, je me trompais, et j'ai dû abandonner cette idée. J'ai alors abordé le problème selon un angle différent. À 16 heures, Dorcas a entendu sa maîtresse dire sur le ton de la colère « J'y vois clair à présent, et ma décision est prise. N'espérez pas que la peur du qu'en dira-t-on, ni le scandale, parce qu'il s'agit d'un sordide problème de couple, me fasse fléchir. J'en ai déduit, avec raison, comme la suite l'a prouvé, que ces paroles étaient adressées non pas à son époux, mais à M. John Cavendish. À 17 heures, soit 1 heure plus tard, elle se sert presque des mêmes mots, mais le point de vue a changé. Elle confie à Dorcas « Je ne sais plus quoi faire, le scandale qui frappe un couple est un drame affreux. Si je le pouvais, je préférerais enterrer cette affaire et oublier, tout oublier. » À 16 heures, elle s'est fâchée tout en se dominant. 1 heure plus tard, elle avoue qu'elle est dans le désespoir et qu'elle a subi un effroyable choc. J'ai donc considéré le problème sous son aspect psychologique, et j'en ai tiré une conclusion qui m'a immédiatement paru irréfutable. La seconde fois qu'elle parle de scandale, il ne s'agit pas du même. À l'évidence, ce second scandale la touche personnellement. Assemblons tous ces éléments. À 16 heures, Madame Inglethorpe a une altercation avec son beau-fils. Elle menace de le dénoncer à son épouse, laquelle, incidemment, entend la majeure partie de cette conversation. Une demi-heure plus tard, ayant eu précédemment un entretien sur la validité des testaments, Madame Inglethorpe en rédige un en faveur de son époux et le fait contresigner par 2 jardiniers. À 17 heures, Dorcas trouve sa maîtresse en proie à un émoi intense. Une feuille de papier à la main, peut-être une lettre, pense Dorcas. C'est alors qu'elle ordonne qu'un feu soit allumé dans sa chambre. On peut donc déduire qu'entre 16h30 et 17h, un fait nouveau est survenu, qui a totalement modifié son état d'esprit, puisqu'elle est maintenant aussi résolue à détruire le testament qu'elle l'était à le rédiger une demi-heure plus tôt. Quel est donc ce nouveau fait? Pour autant que nous le sachions, elle est restée seule pendant une demi-heure. Cette demi-heure.
Personne n'est entré ni sorti de ce boudoir. D'où vient donc ce brusque revirement? Nous en sommes réduits aux suppositions, mais la mienne me paraît bonne. Madame Inglethorpe n'a plus de timbre dans son secrétaire. Nous le savons puisqu'elle le demandera plus tard à Dorcas de lui en apporter. Mais dans le coin opposé du boudoir, elle voit le secrétaire de son mari. Il est fermé à clé, mais elle est pressée de trouver des timbres. Et si j'extrapole correctement, elle essaye de l'ouvrir avec ses propres clés. Je vérifierai plus tard que l'une d'entre elles a fonctionné. En cherchant des timbres, elle trouve cette feuille de papier que Dorcas a vue dans sa main et qui ne lui était certes pas destinée. De son côté, en revanche, Madame Cavendish croit que cette lettre qu'elle voit dans la main de sa belle-mère est une preuve écrite de l'infidélité de son époux. Elle la réclame à Madame Inglethorpe, qui lui rétorque en toute franchise que ce document ne la concerne pas. Mais certaine que sa belle-mère cherche à protéger John, Madame Cavendish ne la croit pas. Or, Madame Cavendish est une personne très résolue, et derrière sa réserve de façade, elle cache une jalousie féroce, bien décidée à s'emparer de ce document à tout prix. Elle voit la chance lui sourire. Elle trouve, par le plus grand des hasards, la clé de la mallette que Madame Inglethorpe a égarée le matin même. Or, elle n'ignore pas que c'est dans cette mallette que sa belle-mère conserve tous ses papiers importants. Madame Cavendish conçoit alors un plan, comme seule une femme dévorée par la jalousie peut en imaginer. Au cours de la soirée, elle va déverrouiller la porte de Miss Cynthia. Probablement prend-elle la précaution de huiler les gonds, car je constaterai qu'elle s'ouvre sans bruit. Par prudence, elle repousse l'exécution de son projet aux premières lueurs de l'aube, car les domestiques sont habitués à l'entendre aller et venir dans sa chambre à pareille heure. Elle enfile sa salopette, traverse sans bruit la chambre de Miss Cynthia et pénètre dans celle de Madame Inglethorpe. Poirot fit une pause que Cynthia mit à profit pour intervenir. « Si quelqu'un avait traversé ma chambre, je me serais réveillée. »« Sauf si vous aviez été droguée, mademoiselle. »« Droguée ?»« Mais oui, répondit Poirot, puis s'adressant de nouveau à nous tous. Souvenez-vous que Miss Cynthia a continué à dormir malgré le tumulte dans la chambre voisine. À cela, deux explications possibles. Soit elle fait semblant de dormir, ce que je ne pense pas, soit son état d'inconscience résulte d'un facteur artificiel. Cette seconde hypothèse à l'esprit, j'examine toutes les tasses à café avec le plus grand soin, car, je m'en souviens, c'est Madame Cavendish qui a apporté son café à Miss Cynthia le soir précédent. Je prélève un échantillon dans chaque tasse pour le faire analyser, sans résultat. Je compte les tasses dans l'hypothèse qu'on en ait enlevé une, mais 6 personnes ont pris le café et il y a 6 tasses. Sur le moment, je crois avoir fait fausse route. Puis je découvre que j'ai négligé un fait de première importance. Ce soir-là, le docteur Bauerstein est venu à Styles et le café a été servi à 7 personnes et non à 6, ce qui change tout. Puisqu'il manque dès lors une tasse, les domestiques n'ont rien remarqué d'anormal. Annie, la femme de chambre, a amené 7 tasses, car elle ne sait pas que M. Inglethorpe ne prend jamais de café. Quant à Dorcas, qui débarrasse les tasses le lendemain matin, elle en ramène 6 à l'office comme d'habitude, ou plutôt 5, à strictement parler, puisque la 6e est celle que l'on trouve pulvérisée dans la chambre de Mme Inglethorpe. J'ai la conviction que la tasse manquante est celle de Miss Cynthia. Le fait que Miss Cynthia ne sucre jamais son café me conforte dans mon hypothèse, car tous les échantillons que je relève au fond des tasses contiennent du sucre. Puis je m'intéresse à ce gros sel qu'Annie a trouvé sur le plateau près du cacao qu'elle apporte chaque soir à Madame Inglethorpe. Je prélève un échantillon de ce cacao et je le fais analyser. Mais le docteur Bauerstein l'avait déjà fait, intervint Lawrence. Pas exactement. Lui, il avait demandé au chimiste de chercher des traces de strychnine. Moi, je lui demande de chercher des traces de somnifères. De somnifères? Oui, et voici le rapport d'analyse. Madame Cavendish a administré un somnifère puissant mais tout à fait inoffensif à Madame Inglethorpe et à Miss Cynthia, et c'est pourquoi elle a dû passer un bien mauvais quart d'heure. Imaginez son affolement quand sa belle-mère est soudain prise de violentes convulsions puis meurt, et on prononce le mot poison. Elle qui pensait que ce somnifère ne présentait aucun danger, elle est terrifiée à l'idée d'avoir provoqué la mort de la vieille dame. Sous l'emprise de la panique, elle se précipite au rez-de-chaussée, subtilise la tasse et la soucoupe utilisées par Miss Cynthia et les cache dans un grand vase de cuivre, où M. Lawrence les retrouvera plus tard.
Elle n'ose pas toucher au reste du cacao, car elle se sait surveillée. Imaginez son soulagement quand elle entend parler de strychnine. En fin de compte, elle n'est donc pas responsable de ce drame. Nous pouvons maintenant expliquer pourquoi les symptômes qui caractérisent l'empoisonnement par la strychnine ont été si lents à se manifester. Un somnifère absorbé en même temps que le poison en retarde les effets de plusieurs heures. Poirot s'interrompit un instant. Mary Cavendish le regarda et son visage reprit toute sa couleur. Tout ce que vous venez de dire, monsieur, est exact. J'ai passé les moments les plus affreux de mon existence, et jamais je ne les oublierai. Mais vous êtes vraiment étonnant, à présent je comprends. Pourquoi je vous disais que vous pouviez vous confesser à papa Poirot, en toute sécurité, c'est bien cela. Mais vous ne faisiez pas confiance. Maintenant je comprends tout, s'exclama Lawrence. Absorbé après le café empoisonné, le cacao contenant le somnifère en a retardé les effets. Exactement. Mais le café était-il ou non empoisonné? Là surgit un petit problème, car Madame Inglethorpe n'a jamais bu ce café. Quoi? Ce cri de surprise avait été poussé par tout le monde à la fois. Non, elle ne l'a pas bu. Vous vous souvenez que j'ai parlé d'une tache sur le tapis dans la chambre de la défunte? Or, cette tache présentait certaines caractéristiques. Tout d'abord, elle était encore humide quand je l'avais examinée, et il s'en dégageait une forte odeur de café. Pris dans les fibres du tapis, j'avais retrouvé de minuscules fragments de porcelaine. Tout s'était éclairé pour moi, car je venais de poser ma trousse sur la table proche de la fenêtre et le plateau avait basculé, faisant tomber ma trousse à l'endroit précis de la tache. La veille, quand elle était entrée dans sa chambre, Madame Inglethorpe avait posé son café sur cette table, et le meuble lui avait joué le même mauvais tour. La suite des événements, je n'ai pu que les conjecturer. Je pense que Madame Inglethorpe ramasse alors les morceaux de la tasse, qu'elle pose sur sa table de chevet, en guise de stimulant. Elle se réchauffe un peu de cacao, qu'elle absorbe immédiatement. Nous voici donc confrontés à une nouvelle énigme. Nous savons que le cacao ne contient pas de strychnine, et que le café n'a pas été bu. Pourtant, le poison a dû être ingéré entre 19h et 21h ce soir-là. Par quel autre moyen la strychnine a-t-elle pu être consommée, sans que son goût ne transparaisse? Eh bien, il est si extraordinaire que personne n'y a pensé. Poirot interrogea son public d'un regard circulaire, avant de répondre à sa propre question, dans une envolée dramatique. Son fortifiant. Vous voulez dire que le meurtrier avait mis le poison dans le fortifiant? Il n'a pas ajouté le poison puisque celui-ci s'y trouve déjà. La strychnine qui va causer la mort de Madame Inglethorpe est celle prescrite par le docteur Wilkins. Afin de mieux vous éclairer, permettez-moi de vous lire un court extrait tiré d'un manuel de préparation que j'ai trouvé au laboratoire de l'hôpital de la Croix-Rouge de Tadminster. Ce passage est célèbre dans la classe de pharmacologie. Sulfate de strychnine, 100. Bromure de potassium, 18 grammes. Eau distillée, 24 grammes. Cette solution dépose en quelques heures la plus grande part du sel de strychnine sous forme de cristaux transparents, d'un bromure insoluble. En Angleterre, une dame mourut après avoir absorbé un remède contenant cette composition. Le précipité de strychnine était concentré au fond de la bouteille, et la patiente l'avait avalé dans sa presque totalité lorsqu'elle avait ingéré la dernière dose. Bien entendu, la prescription du docteur Wilkins ne contient pas de bromure. Pourtant, vous vous en souviendrez peut-être, j'ai déjà mentionné la présence d'une boîte vide de poudre de bromure. Une simple pincée de cette poudre mélangée au fortifiant de Madame Inglethorpe a donc pu précipiter la strychnine au fond de la bouteille, comme le décrit le passage du manuel que je viens de vous lire, et elle aura été absorbée avec la dernière dose. Comme vous l'apprendrez plus tard, la personne qui avait pour l'habitude de servir son fortifiant à Madame Inglethorpe prenait grand soin de ne pas agiter la solution avant de laisser le précipiter au fond de la bouteille. Au cours de l'enquête, plusieurs indices m'ont confirmé que le meurtre avait été planifié pour la nuit du lundi. Ce jour-là, le cordon de la sonnette de Madame Inglethorpe est sectionné. Miss Cynthia doit passer la soirée chez les amis, dans l'aile droite. Madame Inglethorpe se trouve ainsi isolée de toute assistance, et il est fort probable qu'elle mourra avant d'avoir pu bénéficier d'aucun secours médical. Mais, pressée de se rendre à la fête du village, la victime désignée oublie de prendre son fortifiant. Le lendemain, elle déjeune chez des amis,
Voilà pourquoi la dernière dose, la dose mortelle, sera prise un jour plus tard que ne l'a prévu l'assassin. Et c'est grâce à ce délai fortuit que j'ai aujourd'hui entre les mains la preuve irréfutable, ce chaînon qui a si longtemps manqué à mon raisonnement. Conscient de la tension muette qui s'était installée dans l'assistance, Poirot brandit alors 3 étroites bandes de papier. Voici une lettre écrite par l'assassin lui-même, mes chers amis. Si elle avait été rédigée en des termes plus transparents, tout laisse à penser que Madame Ingeltorp, alertée à temps, aurait pu en réchapper. En tout état de cause, la défunte, si elle se savait en danger, n'en connaissait pas l'origine. Dans un silence total, Poirot assembla les 3 bandes de papier, puis s'étant éclairci la gorge, il lut. Ma très chère Evelyne, sans doute êtes-vous inquiète de ne pas recevoir de nouvelles. Tout va bien. Simplement, cela aura lieu ce soir, au lieu d'hier soir. Vous me comprenez. Nous nous paierons du bon temps, quand la vieille, une fois morte, ne sera plus dans nos jambes. Personne ne pourra m'attribuer le crime. Votre idée d'utiliser la poudre de bromure était un trait de génie. Mais nous devons rester très prudents. Le moindre faux pas. Ici s'arrête cette lettre, mes chers amis. Sans doute son auteur a-t-il été interrompu, mais il ne peut y avoir aucun doute quant à son identité. Nous connaissons tous cette écriture et... Un cri rageur, presque un hurlement, s'éleva dans le silence. Démon, comment avez-vous obtenu cette lettre? Un siège fut renversé. Poirot bondit lestement de côté. Il eut un geste rapide comme l'éclair, et son assaillant déséquilibré s'écroula de tout son poids. Mesdames et messieurs, annonça Poirot avec un certain panache, permettez-moi de vous présenter l'assassin, monsieur Alfred Ingeltorp. Les explications de Poirot. Poirot, vous n'êtes qu'un vieux gredin, j'ai presque envie de vous étrangler. Comment avez-vous pu me mener à ce point en bateau? Nous étions installés dans la bibliothèque. Les derniers jours avaient été très éprouvants. À l'étage inférieur, John et Mary Cavendish étaient à nouveau réunis, tandis qu'Alfred Ingeltorp et Evelyn Howard se préparaient à moisir derrière les barreaux. Quant à moi, j'avais enfin l'oreille de Poirot, et je n'avais pas l'intention de laisser passer cette occasion de satisfaire ma curiosité. Poirot mit un temps avant de me répondre. « Je ne vous ai pas mené en bateau, mon bon ami. Tout au plus vous ai-je empêché de vous fourvoyer vous-même. »« Oui, mais pourquoi ?»« Ah, mon bon ami, c'est difficile à dire. Voyez-vous, vous êtes d'un tempérament si honnête et d'une nature si franche que... Enfin, disons qu'il vous est impossible de dissimuler vos sentiments. Si je vous avais fait part de mes petites théories, l'homme astucieux qu'est Alfred Ingeltorp aurait flairé le danger dès la première rencontre avec vous. Et dans ce cas, adieu à nos chances de le démasquer. Je crois avoir un peu plus de diplomatie que vous m'en prêtez. Allons, mon bon ami, fit Poirot. Désolé. Je vous en prie, ne vous vexez pas. Votre aide m'a été des plus utiles. Seule l'incommensurable honnêteté de votre belle nature a dicté ma réserve. Je veux bien l'admettre, maugréai-je, un peu apaisé. Je continue néanmoins d'estimer que vous auriez pu me mettre sur la voie. Et c'est ce que j'ai fait, mon bon ami, à plusieurs reprises, mais vous n'avez pas compris. Rappelez-vous, vous ai-je jamais dit que je croyais à la culpabilité de John Cavendish? Ne vous ai-je pas confié, bien au contraire, que son acquittement était presque certain? C'est vrai, mais n'ai-je pas ensuite souligné les difficultés qu'il y avait à amener l'assassin devant la justice? Ne vous est-il pas alors apparu que je parlais de 2 personnes entièrement différentes? Non, cela ne m'est pas apparu clairement. Et ne vous ai-je pas dit à plusieurs reprises, au début de cette affaire, que je ne voulais pas que l'on arrêtât M. Ingeltorp à ce moment-là? Voilà qui aurait dû pourtant vous mettre sur la voie. Vous voulez dire que vous le soupçonniez déjà à ce moment-là? C'est exact. Pour commencer, s'ils étaient plusieurs à pouvoir tirer profit de la mort de Mme Ingeltorp, son époux n'en restait pas moins le principal intéressé, c'était l'évidence même. Ce premier jour où nous nous sommes rendus ensemble à Styles, je n'avais aucune idée de la façon dont avait été perpétré le crime, mais d'après le peu que je savais déjà de M. Ingeltorp, je me doutais bien qu'il me serait très difficile de l'impliquer dans cette affaire. Une fois sur les lieux, j'ai immédiatement compris que c'était Mme Ingeltorp qui avait brûlé le testament. Et puisque j'aborde ce sujet, vous ne pouvez m'accuser de ne pas vous avoir fait remarquer l'incongruité d'un feu de cheminée en plein été.
Oui, je le reconnais, concédai-je avec une certaine impatience, mais poursuivez. Eh bien, mon bon ami, ma théorie sur la culpabilité d'Alfred Ingeltorp me parut très vite bien fragile. Les indices qui l'accusaient étaient si nombreux que j'avais plutôt tendance à le croire innocent. Quand avez-vous changé d'avis? Quand j'ai découvert que plus j'essayais de le disculper, plus il s'efforçait de se faire arrêter. Puis je me suis rendu compte qu'il n'avait aucune liaison avec Madame Rex. John Cavendish, en revanche, n'était pas resté insensible au charme de cette dame. J'en eus vite la certitude. Quel rapport? Il est très simple. Si Alfred Ingeltorp entretenait des relations coupables avec Madame Rex, son silence était tout à fait compréhensible. Mais quand j'ai su que tout le village était au courant de la liaison entre John Cavendish et Madame Rex, ce même silence prenait un tout autre sens. Il était ridicule de penser qu'il se taisait par peur du scandale, puisqu'il n'avait aucune raison de le redouter. Cela m'a donné à réfléchir, et je suis peu à peu arrivé à la conclusion que M. Alfred Ingeltorp voulait être arrêté. Eh bien, dès cet instant, j'ai décidé de tout faire pour qu'il ne le soit pas. Attendez, je ne comprends pas. Pourquoi il voulait se faire arrêter? Mon bon ami, il existe dans votre pays une loi qui stipule qu'un homme acquitté ne peut être rejugé pour le même crime. Ah, l'idée est ingénieuse. À l'évidence, c'est un individu d'une rare intelligence. Sa position eût fatalement attiré des soupçons sur lui. Il en était conscient. Aussi a-t-il conçu ce stratagème remarquable, confectionner des indices qui l'accableraient. Il voulait être arrêté. Il lui eût alors suffi de dévoiler son alibi, qu'il savait irréfutable, et il eût été tranquille jusqu'à la fin de ses jours. Mais je ne comprends toujours pas comment il a pu se construire un alibi tout en se rendant à la pharmacie. Poirot me regarda avec stupeur. Mon pauvre ami, est-il donc possible que vous n'ayez pas encore compris? C'est Miss Howard qui est allée chercher la strychnine à la pharmacie. Miss Howard? Bien sûr, qui d'autre? Rien de plus simple, sa taille correspond à celle d'Alfred Ingeltorp, sa voix est grave et masculine, atout supplémentaire, elle a un lien de parenté avec Ingeltorp qui lui ressemble beaucoup, surtout par son port et sa démarche, rien de plus simple, quel couple redoutable. Je demeure encore un peu dans le flou quant à l'utilisation du bromure, avouai-je. Allons bon, je vais donc démontrer pour vous mon raisonnement. J'ai tendance à penser que c'est Miss Howard, le cerveau de cette affaire. Peut-être vous rappelez-vous le jour où elle a parlé de son père, médecin. On peut supposer qu'elle avait l'habitude de lui préparer certains remèdes, à moins qu'elle n'ait trouvé l'idée du bromure dans l'un des nombreux ouvrages de la pharmacologie qui traînaient à Styles pendant la période où Cynthia préparait son examen. Toujours est-il qu'elle connaît l'effet de la poudre de bromure dans une solution contenant de la strychnine. La concentration rapide du poison, sous forme de précipité, l'idée a dû lui venir tout d'un coup. Madame Ingeltorp disposait en permanence d'un mélange de poudre de bromure qu'elle prenait parfois le soir en guise de somnifère. Quoi de plus facile que de dissoudre une pincée de poudre de bromure dans la bouteille de fortifiant, lorsque celui-ci est livré par le pharmacien. Le risque est pratiquement nul. La prise fatale n'aura pas lieu avant une quinzaine de jours, et si quelqu'un a surpris l'un des deux, la bouteille de fortifiant à la main, ce détail sera oublié depuis longtemps au moment du drame. Entre-temps, Miss Howard se sera querellée avec sa maîtresse et aura quitté Styles. Le délai de son éloignement écarteront d'elle tout soupçon. Oui, une idée géniale, s'il s'était contenté de l'appliquer. Il est fort probable que jamais on ne les aurait soupçonnés. Mais cela ne les satisfait pas, et ils pêchent par excès d'intelligence. C'est ce qui a causé leur perte. Les yeux fixés au plafond, Poirot tira une bouffée de sa minuscule cigarette. Puis il continua. Ils imaginent un stratagème pour diriger les soupçons sur John Cavendish. Ils achètent de la strychnine à la pharmacie du village et signent le registre en imitant son écriture. Le lundi, Madame Ingeltorp doit logiquement prendre sa dernière dose de fortifiant. C'est pourquoi, à 18 heures ce même jour, Alfred Ingeltorp s'arrange pour être vu par plusieurs personnes en un lieu très éloigné du village. Miss Howard a déjà répandu l'histoire inventée de toutes pièces de sa liaison avec Madame Rex, ce qui justifiera le silence obstiné de son complice. À 18 heures donc, Miss Howard, sous l'apparence d'Alfred Ingeltorp, entre dans la pharmacie. Elle raconte son histoire de chien empoisonné et obtient la strychnine. Elle signe le registre du nom de son acolyte en imitant l'écriture de John Cavendish, qu'elle s'est auparavant entraînée à contrefaire. Mais tous ces efforts ne serviront à rien si John lui aussi peut fournir un alibi. C'est pourquoi elle rédige,
à son intention une lettre anonyme, toujours en copiant son écriture, qu'il envoie à l'heure dite dans un endroit si isolé qu'il y a fort peu de chances pour que quelqu'un l'aperçoive. Jusque-là, tout va bien. Miss Howard retourne à Midlingham et Alfred Inglethorpe à Styles. Ce dernier ne peut être compromis car c'est Miss Howard qui a gardé la strychnine, laquelle n'est d'ailleurs qu'un leurre destiné à orienter les soupçons sur John Cavendish. Arrive l'imprévu. Madame Inglethorpe ne prend pas son fortifiant ce soir-là. La sonnette rendue inutilisable, l'absence de Cynthia combinée par Alfred Inglethorpe avec l'aide inconsciente de son épouse, toutes ces précautions se révèlent inutiles. C'est alors qu'Alfred Inglethorpe commet un faux pas. Madame Inglethorpe est sortie. Assis à son bureau, il écrit une lettre à sa complice qui, voyant leur plan échouer, risque de s'inquiéter. Madame Inglethorpe rentre, sans doute plus tôt que prévu. Pris de court, Alfred Inglethorpe referme à clé son bureau. S'il reste dans le boudoir, il craint d'avoir à l'ouvrir de nouveau, auquel cas son épouse pourrait entrevoir une lettre avant qu'il ait pu la subtiliser. Il sort donc se promener dans le bois, n'imaginant pas un instant que madame Inglethorpe puisse ouvrir son bureau et découvrir la lettre. C'est pourtant ce qu'elle va faire, comme nous le savons. Elle lit ces lignes et comprend la perfidie de son mari et d'Evelyn Howard. L'allusion Bromure, hélas, n'éveille pas sa méfiance. Certes, elle pressent un danger, mais elle ne peut pas le localiser. Elle prend la décision de ne rien dire à son mari de sa découverte, mais elle conserve la lettre. Elle écrit à son avoué pour lui demander de venir la voir le lendemain matin et décide de détruire au plus vite le testament qu'elle vient de rédiger. C'est donc pour retrouver la lettre adressée à Miss Howard qu'Alfred Inglethorpe a forcé la serrure de la mallette. Exactement. Et au risque énorme qu'il n'hésite pas à courir pour la récupérer, on mesure l'importance qu'il donne, à juste titre d'ailleurs, à cette missive. À part cette lettre, rien ne le relie au crime qui se prépare. Il y a pourtant une chose que je n'arrive pas à comprendre. Dès qu'il l'a eue en sa possession, pourquoi ne l'a-t-il pas détruite? Parce qu'il n'a pas osé prendre le risque suprême, celui de garder la lettre sur lui. Je ne vous suis pas. Envisagez le problème de son point de vue. J'ai calculé qu'il n'aurait eu que 5 minutes pour mettre la main sur la lettre. Ensuite, nous arrivions. Avant cela, Annie balayait l'escalier. Elle aurait vu quiconque passer dans l'aile droite. Imaginez maintenant la scène. Il pénètre dans la chambre de sa femme à l'aide de l'une de ses clés. Les serrures de la maison sont toutes très semblables et il se précipite sur la mallette, elle est fermée, et il ne parvint pas à trouver la clé. Saisi de panique, il comprend que sa présence dans la chambre sera découverte, mais qu'il doit tout tenter pour récupérer cette preuve accablante. À l'aide d'un canif, il force la serrure et fouille la mallette. À présent, un autre problème se pose à lui. Il court le risque énorme de garder cette lettre sur lui. On peut le voir sortir de la chambre, le fouiller, et si on découvre ce papier sur lui, il est perdu. Il est probable qu'il entend à ce moment-là John et M. Wells sortir du boudoir. Il faut qu'il agisse au plus vite. Où peut-il dissimuler la lettre? Dans la corbeille à papier? Son contenu est soigneusement conservé, et de toute façon on l'examinera certainement. La détruire? Il n'en a aucun moyen. Affolé, il regarde autour de lui et... Que croyez-vous qu'il voit, mon bon ami? Je secouai la tête. Il ne lui faut que quelques secondes pour déchirer la feuille en plusieurs bandes qu'il tortille pour leur donner l'apparence d'allume-feu de papier. Il ne lui reste plus qu'à les ajouter à ceux qui sont déjà dans le vase, sur la cheminée, et le tour est joué. Je poussai une exclamation de surprise. Personne ne penserait à regarder à cet endroit-là, reprit Poirot. Il lui suffira de revenir dans la chambre dès que l'occasion se présentera, et de détruire cette unique preuve de sa culpabilité. Ainsi, cette preuve, nous l'avions sous les yeux pendant tout ce temps, dans le vase à allume-feu de madame Inglethorpe. Eh oui, mon bon ami, c'est là où se trouvait le chaînon manquant de mon raisonnement, et c'est à vous que je dois de l'avoir découvert. À moi? Mais oui, rappelez-vous, vous avez parlé du tremblement insolite de mes mains quand j'alignais les bibelots sur la cheminée. Oui, mais je ne comprends toujours pas. Mais moi j'ai compris. Voyez-vous, mon bon ami, cela m'a fait penser à une chose. La première fois que nous étions entrés ensemble dans la chambre de madame Inglethorpe, j'avais déjà aligné les objets sur la cheminée. Or, s'ils étaient alignés, je n'avais aucune raison de recommencer cette opération un peu plus tard, sauf si quelqu'un, entre-temps, y avait touché. Mon Dieu, murmurai-je. Voilà donc l'explication de votre comportement. Vous vous précipitez à Styles pour récupérer la lettre. Oui, une course contre la montre.
Pourtant, je ne comprends toujours pas comment Alfred Ingeltorp a pu être assez fou pour ne pas détruire la lettre plus tôt. Les occasions ne lui ont sans doute pas manqué. Détrompez-vous. J'ai tout fait pour l'en empêcher. Vous? Oui. Ne m'avez-vous pas reproché de mettre toute la maisonnée dans la confidence? Ça, oui, alors. Eh bien, mon ami, c'était pour conserver une chance d'acculer Ingeltorp. Je n'étais pas certain de sa culpabilité. Mais dans cette hypothèse, je me doutais qu'il n'aurait pas gardé le papier sur lui. Il l'aurait caché quelque part en attendant de pouvoir le détruire. Je me suis donc assuré de la complicité de toute la maisonnée afin de contrer ses plans. Il faisait déjà figure de suspect aux yeux de tous. En rendant la chose publique, je le plaçai sous la surveillance incessante de 10 détectives amateurs. Dans ces conditions, il n'allait pas prendre le risque de détruire la lettre. Il s'est donc vu contraint de quitter Styles en la laissant dans le vase à allume-feu. Mais Miss Howard aurait dû avoir de nombreuses occasions d'agir à sa place. À cela près qu'elle ignorait totalement l'existence de cette lettre. Suivant la stratégie qu'ils avaient élaborée, elle ne lui adresserait jamais la parole. N'oublions pas qu'ils étaient censés se détester, n'est-ce pas? Ils auraient sans doute attendu la condamnation de John Cavendish pour se rencontrer. Bien sûr, Alfred Ingeltorp était sous surveillance constante, car j'espérais qu'il me conduirait un jour ou l'autre à la lettre. Mais il était trop rusé pour prendre ce genre de risque. La lettre était apparemment en sécurité, là où elle se trouvait. Personne n'avait pensé à fouiller le vase à allume-feu les premiers jours. Il était donc peu probable qu'on le fasse par la suite. Sans la révélation que provoqua chez moi votre remarque, nous n'aurions jamais pu le livrer à la justice. Je comprends mieux maintenant. Mais dites-moi, quand avez-vous commencé à soupçonner Miss Howard? Lors de l'enquête préliminaire, j'ai compris qu'elle mentait au sujet de la lettre que lui avait adressée Madame Ingeltorp. Comment? Vous avez vu la lettre, n'est-ce pas? Pourriez-vous me la décrire? Oui, enfin, plus ou moins. Peut-être vous rappelez-vous que l'écriture de Madame Ingeltorp caractérisée par de larges espaces entre les mots. Or, si vous aviez regardé la date placée en haut de la lettre, le 17 juillet, vous auriez noté qu'elle était très différente. Voyez-vous où je veux en venir? Pas le moins du monde, avouai-je. Simplement à ceci. À l'origine, cette lettre était datée du 7 juillet et non du 17. Le premier fut rajouté dans l'espace entre l'article et le 7 pour transformer la date. Soit, mais dans quel but? C'est exactement la question que je me suis posée. Pourquoi Miss Howard avait-elle substitué à la lettre effectivement écrite le 17 une autre lettre du 7, celle-là, dont elle avait maquillé la date? Évidemment parce qu'elle ne désirait pas montrer la véritable lettre du 17. Mais pourquoi? C'est à partir de ce moment-là que j'ai eu des soupçons. Ne vous ai-je pas répété maintes fois qu'il faut se méfier des gens qui ne disent pas la vérité? Et cependant, m'écriai-je avec indignation, vous m'avez donné 2 raisons pour lesquelles Miss Howard ne pouvait pas avoir commis le crime. Et même d'excellentes raisons, ajouta Poirot, à tel point qu'elles m'arrêtèrent longtemps. Puis je me suis remémoré un fait significatif. Miss Howard et Alfred Ingeltorp étaient cousins. Si elle n'avait pu commettre le crime seule, rien ne l'empêchait d'y avoir participé. Et puis il y avait cette antipathie plutôt excessive, et qui cachait en fait un sentiment tout à fait contraire. Il est évident qu'un lien passionnel les unissait, bien avant l'arrivée d'Alfred Ingeltorp à Styles. Leur infâme projet avait été conçu de longue date. Il épouserait cette vieille femme aussi crédule que fortunée, il la pousserait à rédiger un testament en sa faveur, ensuite il leur suffirait de la faire disparaître selon un plan remarquablement élaboré pour profiter de ses richesses par voie d'héritage. Si tout s'était déroulé sans accroc, ils auraient sans doute quitté l'Angleterre un peu plus tard, avec l'argent de leur malheureuse victime. Ils forment un couple dont le machiavélisme n'a d'égal que le manque de scrupules. Tandis que l'on commence à le soupçonner, elle dispose tranquillement les éléments qui doivent conduire l'enquête à un dénouement tout à fait différent. Quand elle arrive à Midlingham, elle apporte tous les indices compromettants. Nul ne la soupçonne, bien entendu, et elle jouit d'une totale liberté de mouvement dans la maison. Elle va donc cacher la strychnine et les lunettes dans la chambre de John, puis elle place le postiche au fond de la malle, dans le grenier. Elle s'arrange ensuite pour que ces objets soient découverts. Ce que je ne saisis pas, c'est pourquoi ils ont cherché à faire porter le chapeau sur John, remarquai-je. Lawrence aurait fait beaucoup mieux.
Vous avez raison, mais les indices qui le rendent suspect sont dus au hasard. En fait, je pense que cela a plutôt contrarié nos deux meurtriers. Son comportement a été très maladroit, dis-je après réflexion. Certes, mais bien sûr, vous avez compris ce qui le motivait. Non. Vous ne vous êtes pas rendu compte qu'il croyait Cynthia coupable? Mais non, c'est invraisemblable. C'était très vraisemblable, au contraire. Et j'ai bien failli partager cette opinion. Je l'avais en tête lorsque j'ai questionné M. Wells pour la première fois au sujet du testament. Et n'oubliez pas que ces poudres de bromure qu'elle avait préparées pour Mme Inglethorpe, ni cette aptitude remarquable à se déguiser en homme, comme nous l'a raconté Dorcas. Non, vraiment, elle se prêtait plus aux soupçons que n'importe qui d'autre. Allons, Poirot, vous plaisantez. Pas le moins du monde. Vous dirais-je, ce qui a tant fait blêmir M. Lawrence quand il est entré dans la chambre de sa belle-mère cette nuit fatale, alors que la vieille dame visiblement empoisonnée agonisait sur son lit. Il a vu derrière vous la porte donnant sur la chambre de Miss Cynthia, et il a remarqué que le verrou n'était pas poussé. Mais il a déclaré le contraire, m'insurgeai-je. Justement, rétorqua Poirot, et c'est bien pourquoi j'ai soupçonné que la porte n'était pas verrouillée. Il cherchait ainsi à protéger Miss Cynthia. Pourquoi diable voulait-il la protéger? L'amour, mon bon ami, il est amoureux d'elle. Je ne pus me retenir de rire. Là, Poirot, vous vous égarez. J'ai appris par hasard que, bien loin d'en être amoureux, Lawrence ne peut pas la souffrir. Et d'où tenez-vous cette certitude, mon ami? La pauvre petite. Et vous a-t-elle dit qu'elle souffrait de cette attitude? Non, elle m'a même assuré que c'était le dernier de ses soucis. Elle en éprouve donc une peine réelle, en déduisit Poirot. Elles sont toutes pareilles, les femmes. Je suis très surpris de ce que vous me dites au sujet de Lawrence. Pourquoi? Ça crevait les yeux. Chaque fois que Miss Cynthia discutait ou plaisantait avec son frère, l'humeur de M. Lawrence s'assombrissait notablement. Il s'était persuadé qu'elle était amoureuse de M. John. Quand il est entré dans la chambre de sa belle-mère, il a aussitôt compris qu'elle avait été empoisonnée. Il en a conclu bien nativement que Miss Cynthia n'était pas étrangère au drame, et il en a conçu un désespoir affreux. Il s'est souvenu que Miss Cynthia était montée avec sa belle-mère dans cette chambre la veille au soir. Avant d'empêcher toute analyse, il a mis la tasse à café en miettes, sans doute en l'écrasant sous son talon. C'est aussi pourquoi il a soutenu à fond, contre toute vraisemblance, la thèse du décès par cause naturelle. Et ce message énigmatique concernant la tasse manquante. J'étais pratiquement sûr qu'elle avait été cachée par Madame Cavendish, mais il me fallait en avoir la certitude. Au départ, M. Lawrence n'avait aucune idée de ce que signifiait ce message. À la réflexion, toutefois, il a conclu qu'en trouvant cette tasse manquante, il laverait de tout soupçon la dame de son cœur. Ce en quoi il avait tout à fait raison. Autre chose, quel sens donnez-vous aux ultimes paroles de Madame Inglethorpe? Elle accusait son époux, bien entendu. Eh bien, Poirot, dis-je avec un soupir, je pense que vous avez expliqué tous les points, qui me restaient encore obscurs. Je suis heureux que cette affaire se soit terminée aussi bien. Même John et Mary se sont réconciliés. Grâce à moi. Comment ça, grâce à vous? Mon cher ami, ne voyez-vous pas que c'est uniquement l'épreuve du procès qui les a rapprochés? Que John aime toujours son épouse? Je n'en ai jamais douté. Pas plus que je n'ai douté des sentiments qu'elle continuait à lui porter. Mais avec le temps, ils s'étaient éloignés l'un de l'autre. Tout provenait d'un malentendu. Elle l'avait épousé sans amour, et il le savait. Mais à sa façon, John est un homme sensible, et il refusait de s'imposer à elle. Or, à mesure qu'il s'éloignait d'elle, Mary sentait grandir son amour pour lui. Mais tous deux tellement orgueilleux que tout rapprochement était impossible. Lui s'égara dans une liaison avec Madame Raikes, tandis qu'elle se mettait à fréquenter le docteur Boerstein. Souvenez-vous, le jour de l'arrestation de John Cavendish, j'ai longuement hésité à prendre une lourde décision. Certes, j'ai fort bien compris votre accablement. Pardonnez-moi, mon bon ami, mais j'ai bien peur que vous n'ayez rien compris du tout. Je me demandais s'il convenait que j'innocente John Cavendish d'entrée de jeu. J'avais tous les atouts en main pour le faire. Mais il m'aurait été plus difficile ensuite de confondre les véritables coupables, jusqu'au dernier moment. Ceux-ci se sont complètement trompés sur ma position, ce qui explique en bonne partie ma réussite. Vous voulez dire que vous auriez pu éviter à John Cavendish l'épreuve d'un procès? Oui, mon bon ami, mais j'ai finalement décidé de privilégier le bonheur d'une femme. Seule la terrible épreuve.
qu'il vient de subir pouvait réunir ces deux âmes fières. Je regardais mon ami avec ahurissement. Quel aplomb colossal chez ce petit homme. Qui d'autre que lui eût laissé accuser un homme de meurtre dans le seul but de restaurer son bonheur conjugal? Je lis dans vos pensées, mon bon ami, dit-il avec un sourire. Non, personne, hormis Hercule Poirot, n'aurait osé prendre un tel risque. Mais vous avez tort de lui faire grief. Le bonheur d'une femme et d'un homme est le plus précieux des biens du monde. À ces mots, je me remémorai les événements qui avaient précédé cette conversation. Livide au dernier degré de l'épuisement, Mary Cavendish était étendue sur le canapé. Elle attendait quelque chose. Puis un coup de sonnette s'était fait entendre au rez-de-chaussée, et elle s'était levée d'un bond. Poirot avait ouvert la porte et son regard avait rencontré celui implorant de la jeune femme. Il avait alors hoché doucement la tête. « Oui, madame, avait-il dit, je vous l'ai ramené. » Puis il s'était écarté pour laisser le passage à John, et tandis que nous nous éclipsions, j'avais surpris le feu qui brûlait dans les yeux de Mary Cavendish, que son époux serrait dans ses bras. « Peut-être avez-vous raison, Poirot, dis-je radouci. C'est le bien le plus précieux du monde. » On frappa soudain à la porte, et la tête de Cynthia parut dans l'entrebâillement. « Je voulais juste... »« Entrez donc, m'empressai-je de dire en me levant. » Elle entra, mais ne fit pas mine de s'asseoir. « Je venais simplement pour vous dire... Oui ?» Elle tortillait quelque chose dans ses mains. « Vous êtes deux amours, voilà, dit-elle enfin. Sur quoi elle m'embrassa, embrassa Poirot et sortit de la pièce en courant. « Qu'est-ce que diable cela peut bien signifier ?» demandai-je éberlué. Recevoir un baiser de Cynthia était certes très agréable, mais cette démonstration publique avait quelque peu gâté mon plaisir. Cela signifie qu'elle vient de se rendre compte que M. Lawrence ne la déteste pas autant qu'elle le pensait, répondit Poirot avec le plus grand sérieux. Mais, justement, voici l'intéressé. À ce moment, en effet, Lawrence passa devant la porte entr'ouverte. « Eh bien, monsieur Lawrence, lança Poirot, il semblerait que vous méritiez quelques félicitations, non ?» Lawrence rougit, puis réussit à sourire d'un air penaud. En vérité, l'homme amoureux offre un spectacle bien ridicule. Le trouble de Cynthia, en revanche, m'avait paru tout à fait touchant. Je soupirai. « Qu'avez-vous, mon bon ami ?»« Oh, rien, dis-je morose, ces deux femmes sont exquises. Et ni l'une ni l'autre n'est pour vous, n'est-ce pas ?» compléta Poirot. « Mais quelle importance, mon bon ami. Consolez-vous. Bientôt peut-être, une nouvelle enquête nous réunira. Et alors, qui sait ? Fin. J'espère que vous avez apprécié. Pour moi, ça a été un plaisir. En attendant le prochain roman, je continuerai à poster des petites histoires avec plus ou moins de régularité. Si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à commenter et à mettre des j'aime, ça m'aide énormément. Merci pour votre écoute. Prenez soin de vous. Au revoir.